J'étais seul face à 7 terroristes. Je vois le gars devant moi, il lève sa Kalachnikov. Et puis boum, tout de suite, j'en prends une. Et là, tu réfléchis plus. Je maîtrise plus mon corps. Je sens quelque chose de très chaud en fait ici. C'est mon sang qui est en train de couler. Et tu te dis, ok, je vais pas crever ici quoi. Je me suis vu m'engueuler, mais putain, mais réveille-toi, c'est maintenant. T'es en zone hostile, quand on est dos au mur, quand on n'a pas le choix en fait de réussir, on est capable de tout. Le plus dur, c'est gérer son mental et ne pas craquer quoi. Ok, à un moment donné, tu vas être stressé. Quelle est ta réaction au stress? Moi, j'ai vu des chefs d'entreprise s'énerver et perdre toute crédibilité en plus. Tout est bon dans le stress, mais après, c'est la façon dont on réagit. Et en entreprise, le conseil que j'aurais à donner, c'est toujours penser au pire. Ok, c'est beau d'avoir tout planifié, mais là, si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur le Déclic. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à nous partager un petit commentaire. Ça nous permet à chaque fois d'avoir des invités de plus en plus inspirants. Et si vous préférez nous écouter au format audio, sachez que c'est possible aussi pendant vos déplacements, vos sessions de travail ou même pendant votre sport. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute selon vos préférences, ainsi que des épisodes exclusifs ou simplement celui que vous êtes en train d'écouter. Merci encore, ça nous permet à chaque fois de continuer à évoluer. Et maintenant, on se retrouve avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné, je suis avec Mathieu Despé. Comment tu vas? Très bien, merci, bonjour à tous. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir ici sur le plateau du Déclic. J'ai plein de questions à te poser, mais avant ça, je vais te présenter. Okay. Tu as passé 20 ans dans les forces spéciales au sein des commandos marines, notamment Joubert, Trépel et Pinfintegno. Tu as participé à des opérations parmi les plus sensibles de l'armée française, Afghanistan, Mali, Océan Indien, antiterrorisme, libération d'otages. Tu es devenu chef de groupe CTLO, l'un des postes les plus exposés et les plus exigeants de l'armée française également. Tu as reçu plus de 10 citations au feu, la médaille des blessés et tu es chevalier de la Légion d'honneur également. Après ta retraite en 2022, tu t'es reconstruit une nouvelle vie, celle d'un coach mental, consultant en entreprise, préparateur physique et mental, d'athlète, aussi auteur. On en parlera, tu viens de publier Au service de l'État, un témoignage rare qui révèle l'intérieur des opérations secrètes, mais surtout l'intérieur d'un homme. Aujourd'hui, tu aides les dirigeants et sportifs à développer un mental forgé par l'épreuve, mais sans armes et sans uniforme, avec la vérité qui fait qu'un homme peut avancer. Mathieu, ton histoire est celle d'un homme qui a passé 20 ans à tutoyer la mort, à revenir avec des blessures visibles et aussi invisibles, et qui aujourd'hui utilise ce vécu pour aider les autres à rester lucides, même sous pression. Aujourd'hui, on veut comprendre ce que tout cela fait au cerveau, au cœur, et comment on se construit quand on a vécu l'extrême. Bienvenue à nouveau Mathieu sur le Déclic. Merci. Avant qu'on démarre, j'aimerais revenir sur le jeune Mathieu. Quand tu repenses au jeune Mathieu qui a 15 ans, 16 ans, qu'est-ce qui t'attirait vers les commandos? En fait, ce qui m'attirait, moi, depuis tout petit, c'est travailler en équipe, faire du sport et voyager. J'ai eu la chance, tout petit, d'avoir un père militaire. Donc déjà, le voir rentrer tous les soirs en treillis, ça marque des gamins. Et voilà, j'ai voyagé beaucoup, j'ai été en Guyane, j'ai vécu au Sénégal, j'ai vécu en Martinique, un peu partout. Et je me suis dit, ok, l'école, c'est pas trop pour moi. Je m'y retrouvais pas. Et un jour ou l'autre, un jour, mon père est arrivé avec... voilà, il m'a mis à table, il m'a dit, maintenant Mathieu, il faut que qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et il m'a laissé 48 heures pour chercher ce que j'allais faire de ma vie. À l'époque, j'avais les cheveux jusqu'ici, avec ma planche de surf en Martinique. Et je me suis dit, ok, il rigole plus. Donc, et je me suis dit, c'est parti. J'ai acheté un magazine, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. Ouais. Le seul moyen de communication qu'on avait et aller chercher des infos, c'était à travers les magazines ou à la bibliothèque. Et j'ai acheté le Raid, le magazine du Raid. Et il y avait les commandos marines, il y avait tout un reportage dessus. Et je me suis dit, ok, c'est fait pour moi. Et c'est parti. Donc le lendemain, je lui ai dit, bah, moi, je veux faire ça. Et il m'a dit, ok. Bon, il m'a pas tout avoué, mais voilà. Il s'est dit plus tard que j'y arriverai jamais. Mais je me suis passé un contrat avec moi-même, un soir, tout seul dans la chambre, devant ma glace. Et en fait, je me suis parlé, en fait, en me regardant dans les yeux à travers cette glace. Et je me suis dit, je reviendrai à la maison que quand j'aurai le béret vert sur la tête. Et je savais que j'en étais capable, parce que je m'étais préparé. Et j'avais essayé de visualiser un maximum. Et depuis que j'ai 17 ans, 18 ans, quoi.
Tu avais conscience à ce moment-là de la dureté, de la difficulté dans laquelle tu allais te lancer? Alors pas trop, non. Pas trop, parce qu'encore une fois, on n'avait pas beaucoup d'éléments visuels. On avait juste un reportage à la télé que j'avais vu très tard. Mais non, pour moi, je savais que ça allait être dur, parce que mon père m'avait expliqué un petit peu ce qu'il allait avoir. Mais en fait, j'étais prêt à tout, quoi. Hmm. Moi, ce que je voulais faire, c'est ce métier, et rien d'autre. Je voulais, si on m'avait donné 500 balles par mois pour faire ce métier-là, je l'aurais fait. Parce que je l'avais décidé et j'en étais convaincu, au fond de moi. C'était, voilà, j'avais plus que ça en tête quand je partais courir ou quand j'allais en salle ou quand je faisais mon sport, j'avais ça en tête. Et voilà, je pense que ça a marché parce que Hmm. une fois que je suis arrivé là-bas, en fait, pour moi, c'était presque normal et j'étais content d'y être et j'attendais qu'une seule chose, c'est d'en chier, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision à ce moment-là? Tu dis, j'avais qu'une envie, c'est d'y être, j'avais pris ma décision, c'est ce métier, je m'étais préparé. Comment tu t'es préparé? Parce que souvent, quand on pense qu'on on se prépare physiquement, mais Mm. j'imagine aussi mentalement. Tu étais déterminé. Qu'est-ce qui t'a rendu amoureux finalement de ce métier, de cette mission à ce moment-là? Mais en fait, à ce moment-là, je me suis posé plein de questions. Ok, comment, pourquoi? Et c'est surtout le pourquoi. Et je me suis rendu compte, bah voilà, les commandos marines, les bérets verts, ils ont une très grande histoire. La Seconde Guerre mondiale, Ouistreham. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est quand même une unité qui arrive de très loin, qui a été créée en Angleterre. On a le béret vert, on le porte à droite avec la pucelle à gauche. C'est une signification. On est les seuls en France à le faire. Ils ont été 177 à débarquer. J'ai eu la chance de croiser un des leurs. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient réellement une histoire et ça me touchait. Hmm. Et l'autre partie, c'était qu'on était, parce que je dis on était, parce que j'y suis plus, mais ils sont spécialistes dans les trois domaines, c'est-à-dire l'air, la terre et la mer. Et ça, c'est la seule unité en France où on peut faire des missions par les airs, à terre et aussi par la mer. Très clair. Les sélections Komodo, elles détruisent 90% des Mm. candidats. Qu'est-ce qui fait que toi, selon toi, tu as pu aller jusqu'au bout? Parce que je m'étais fait un contrat avec moi-même. Ok. Et voilà, c'est la phrase que j'ai dit tout à l'heure, ok, je reviendrai à la maison que quand j'aurai le béret vert sur la tête. Cette phrase-là, je l'ai dite à mon père sur le quai de la gare, au moment où la porte se ferme, tu vois. Et en fait, il m'a regardé comme ça et pour moi, j'en étais convaincu. Et j'aurais pu me casser une main, un pied ou n'importe quoi. En fait, ça aurait été que la blessure qui aurait pu m'arrêter. Mais encore une fois, j'avais une phrase en tête. Je préférais être en retard de 5 secondes plutôt que dévaler des escaliers et se casser la gueule et se blesser pour rien. Donc je préférais être en retard de 5 secondes sur des parcours. Mais par contre, être entier quoi, jusqu'au bout. Hmm. Et je visais pas l'excellence. En fait, je visais euh, le milieu de tableau parce que je savais que j'en étais capable. Et c'est comme tout, j'ai cette image toujours, c'est comme sauter dans un torrent en fait. On saute dans le torrent du stage co, et le but du jeu, c'est pas de se fracasser sur les rochers, c'est de rester au milieu et de temps en temps mettre un petit coup de palme à gauche ou à droite pour rester au milieu et pas faire de vagues quoi. Hmm. Je me suis dit ça depuis le début et tenir, hein, tenir. Hein. Pourquoi j'ai réussi? Bah parce que au bout d'un moment, le cerveau il se met sur off. On n'a qu'une seule chose en tête, c'est le matin à 6 heures du mat quand il y a les cornemuses et les anciens qui sont là pour te remettre le béret. Moi, j'attendais que ça et il pouvait se passer n'importe quoi. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais hyper motivé, quoi. Et comment ça se passe quand tu arrives là-bas, tu démarres, combien de temps ça prend, c'est quoi les difficultés auxquelles on fait face? Parce que souvent, encore une fois, on pense à la force physique et je trouve que le parallèle Mm. avec l'entrepreneuriat, il est superbe parce que c'est pas forcément les compétences que tu vas avoir sur le terrain qui Mm. définissent la valeur d'un entrepreneur et sa capacité à atteindre son objectif, c'est aussi la force mentale, sa capacité à rester calme, sa Ouais. capacité à pouvoir réfléchir, pas forcément sa capacité à chercher à être le numéro un ou le meilleur, comme tu l'as évoqué, Mm. mais réussir justement à trouver l'équilibre et durer jusqu'à l'atteinte du but. C'est ça. Comment ça se passe à ce moment-là? Comment tu te conditionnes pour pouvoir faire face à tous ces enjeux et ces défis? En fait, ça commence par un cours d'aptitude. On apprend le métier de marin parce qu'on est marin avant tout. Et à partir de ce moment-là, on est conditionné par les instructeurs.
Et je me dis, ok, moi, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est être au rendez-vous et prêt, quoi. Donc, moi, je me dis simplement que je veux atteindre le stage commando, parce qu'on est sélectionné avec une certaine notation et par rapport à des dossiers, et par rapport à ce qu'on veut également. C'est un volontariat avant tout. Et à partir de ce moment-là, je me dis, ok, moi, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est me préparer au maximum et essayer d'anticiper, visualiser ce qui m'attend. Parce que ok, c'est faire des tractions. Et faire des tractions, pourquoi? Bah voilà, un jour ou l'autre, je vais monter une échelle de 25 mètres de haut pour me grimper sur un ferry avec 30 kilos de matos sur le dos. Et c'est pour ça que je fais des tractions. En fait, j'essayais tout le temps de donner du sens à courir pendant 30 kilomètres avec un sac à dos. Ça sert à quoi? Bah, ça m'a servi un jour en Afghanistan. On a couru 10 kilomètres, mais bon, après 2 jours de terrain, pour aller récupérer une base avancée, pour se mettre à l'abri, parce que les talibans nous couraient après. En fait, j'essayais vraiment de mettre du sens à tout ça. Et j'ai eu les bons instructeurs aussi. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des gars qui m'ont dit quelques phrases, quelques mots qui, tu sais, qui restent en toi. Et en fait, tu te les répètes, tu te les répètes. Et voilà, je me suis conditionné comme ça, en donnant du sens à tout ce qu'on essayait d'apprendre et faire avant le stage co. Il y a une phrase en particulier qui résonne encore dans ta tête, une de ces phrases dont tu parles ici? Bah, en fait, oui, c'est pas, il y en a plusieurs, hein, mais c'est con, hein, mais c'est qui va mettre ton steak haché dans ton frigo si tu n'arrives pas à faire ce métier-là. Parce que pour moi, en fait, si je faisais pas ça, franchement, je sais pas ce que j'aurais fait dans ma vie. Mais ça a été un déclic. Ok, je vais être le seul à maîtriser ma vie et à faire en sorte que tout ce que j'ai envie de faire dans la vie, ça passe par là, en fait. Voilà, un niveau social différent, être dans un groupe, dans une structure, etc. Il y a des choses que tu as appris, en tout cas dans cette phase de démarrage, qui te suivent encore aujourd'hui, au quotidien? Ouais, en fait, on est capable de tout. Quand on est dos au mur, quand on n'a pas le choix, en fait, de réussir, et je me suis rendu compte que, ouais, à un moment donné, si on le veut vraiment, on y arrive. Et la résistance physique. Moi, je me suis rendu compte que, voilà, rester des heures, des nuits entières debout pendant 12 heures, arrosé avec des tuyaux. En fait, pourquoi? En fait, c'est pour travailler notre résistance mentale et dire simplement j'y arriverai. Et on nous demande rien, c'est de rester immobile. Mais moi, j'ai appris ça. C'est vraiment, on est vraiment capable de tout. Quand on a froid, quand on a faim, quand on a soif, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est gérer son mental et ne pas craquer, quoi. Et justement, par rapport au mental, quand on vit des choses difficiles, quand on voit des choses difficiles, comment on évite de devenir un mur ou en tout cas dissocier un peu sa personnalité, ses émotions, son raisonnement de la réalité? Alors, moi, j'ai toujours eu le réflexe de essayer de communiquer un maximum avec les autres. Parce que je trouve que garder tout pour soi, à un moment donné, on se crée une bulle malsaine. Parce que comme je te le disais, on n'est pas des agents secrets. On a beau faire des trucs de dingue, mais il faut savoir en parler aux autres, en fait. Ça nous décharge. Et en fait, on se rend compte que les autres s'y intéressent. Et du coup, on laisse une porte ouverte à une discussion, etc. Je trouve que c'est le plus important. Moi, je le disais toujours à mes gars quand on rentrait de mission, une mission difficile. Allez-y, racontez, quoi. Racontez ça à votre femme. Racontez-le avec les mots différents à vos enfants, parce qu'ils en ont eux aussi besoin. Et du coup, ça va vous soulager un petit peu de tout ce que vous avez vécu, quoi. C'est quoi l'épisode qui t'a le plus appris sur toi-même durant toute cette carrière? L'épisode, ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais j'en ai deux en tête. À choisir un, ouais, c'est difficile de choisir, mais il y a la mort de Jonathan en Afghanistan, qui est tombé à 3 mètres de moi. Et le jour où j'étais seul face à 7 terroristes et j'ai pris une balle dans la plaque par chance juste au niveau du cœur. Donc ces deux moments-là, bien précis, en fait, ça m'a. Le premier avec Jonathan, j'ai eu le réflexe d'être un petit peu égoïste, mais je me suis senti putain, j'ai tellement de chance d'être en vie. C'est vraiment ça. Je me suis dit ok, j'ai vraiment la chance d'être en vie. Et en fait, ok, Jonathan est parti, mais maintenant, il faut que je vive ma vie à 300%.
Et le deuxième moment, c'est je me suis vraiment senti partir. Quand on tombe en arrière, on a mal, etc. Et je me suis dit, en fait, on n'est pas invulnérable. Parce qu'à partir de ce moment-là, Jonathan, je me suis senti un petit peu comme quelqu'un d'invulnérable. On est des commandos, on est fort, etc. Et en fait, ce deuxième moment, ça m'a remis un petit peu la réalité en face des yeux. Et je me suis dit, OK, je ne suis pas invulnérable et je dois faire plus pour protéger ceux qui sont autour de moi, me protéger moi-même et saisir toutes les opportunités pour aller voir autre chose dans la vie, essayer d'entreprendre des choses. Voilà, c'est ces deux trucs-là qui m'ont les plus impactants dans ma vie. Ouais. Je rebondis sur ce Seul contre 7. C'est le nom d'un chapitre Ouais. dans ton livre, justement, au service de l'État. Et dans ce chapitre, à ce moment, au démarrage, tu évoques le fait qu'il y a ton épouse et ta fille qui sont seules pendant ce temps-là aussi, qui restent à Lorient, en l'occurrence, Ouais. et qui t'attendent. Et dans ce que tu écris, tu évoques le fait qu'elles aussi, elles font face à un combat au quotidien que d'attendre et autres. Comment tu as réussi à trouver cet équilibre et gérer ce côté pro et perso et cette pression que toi, finalement, tu as et tu dois gérer tous les jours sur le terrain, que ce soit pour toi et pour tes hommes sur le terrain et la mission, mais aussi par rapport à ta famille qui t'attend et qui, au quotidien, vit un petit peu dans l'incertitude, si j'ose dire, ou en tout cas l'inquiétude. Ouais, c'est les deux mots, hein, l'incertitude, l'inquiétude. Mais ça, c'est pareil, ça s'apprend avec le nombre de missions. Bah voilà, tu rencontres quelqu'un, tu sens que c'est la bonne, et puis bah voilà, tu commences à lui en parler. Tout de suite, moi, je me suis toujours dit, ok, il faut tout de suite que je dise, ok, à tout moment, mon téléphone peut sonner, et je peux monter dans un avion et partir sauter dans un pays étranger. Et on le travaillait aussi avec les gars, de temps en temps, on en discutait. Parce que voilà, dans un groupe, on est une quinzaine. Et voilà, on se raconte tout. Et voilà, ma femme, machin, mon enfant, il se passe ça. Et en fait, j'essayais toujours de leur dire, pas que moi, mais tout le monde, hein, OK, il faut les préparer aussi à notre départ. Parce que nous, en fait, on monte dans un avion avec les copains. On va dans un pays chaud. Et puis, c'est notre métier. Mais par contre, elles restent à la maison. Elles doivent tout gérer derrière. Et puis elles ont un stress énorme parce qu'à tout moment, elles peuvent avoir une mauvaise nouvelle, quoi. Et ça arrive souvent. Et il faut s'y préparer, donc, et il faut l'entretenir. Pendant l'émission, moi j'avais l'habitude on avait passé des petits mots-codes. Des petits mots-codes, ok, sur des SMS, pour lui dire, ok, pendant 2-3 jours, j'aurais pu accéder à mon téléphone et tout va bien. Si tu n'as pas de nouvelles, ça veut dire que je suis sur le terrain, etc. Non, c'est l'avant avec le groupe et avec la famille pour que l'après se passe mieux, quoi. Il faut essayer de toujours travailler là-dessus. Mais depuis que j'ai arrêté, tout va bien. Et Tout va mieux. je rebondis sur ces deux anecdotes que tu viens de partager. La première, qui en dit long sur finalement la valeur et la chance qu'on a d'être en vie. Ça relativise aussi beaucoup de choses quand on est face à des enjeux, des problèmes. Et là, je parle pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, où parfois on va avoir un contrat qu'on ne va pas signer, un client qui ne va pas être content, un collaborateur qui malheureusement ne va pas exécuter à la perfection ce qu'on voudrait. Toi, tu as côtoyé du coup ces zones de guerre et ces moments où il y a une difficulté, il y a une pression et malheureusement il y a des drames qui se passent. Qu'est-ce que tu partagerais justement aux entrepreneurs qui nous écoutent également pour relativiser sur la vie et prendre conscience à quel point on a de la chance de l'être, mais pour autant pas se penser invulnérable et invincible comme tu l'as évoqué? Non, moi, ce que j'aurais à partager, c'est qu'on a la chance quand on est commando marine et qu'on arrive à un certain niveau. C'est en fait, on est comme un petit chef de groupe. On est un chef de groupe, mais un petit chef d'entreprise, je voulais dire. Et on a l'obligation de réussir. C'est comme en entreprise, je pense, c'est qu'on a toujours l'obligation de réussir. Mais ça va passer des fois par des hauts et des bas. Mais l'objectif qu'on s'est fixé, qu'il soit dans 2 mois, 3 mois, ou pour nous, commando, dans 4 heures, ok, dans 4 heures, il faut qu'on soit de retour à ce point-là avec ce mec-là. Et pour une société, ça peut être dans 6 mois, je veux avoir vendu ça et être à ce niveau-là, recruter tant de gens, etc. Et ça passe par la préparation et essayer d'anticiper. Nous, on appelle ça tous les cas non conformes.
Les canaux conformes, c'est quoi? C'est, OK, on est en train de marcher à côté de cette rivière et d'un coup, on se fait tirer dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis à chaque fois, on, se- on repense aux canaux conformes. Qu'est-ce qu'on fait si on arrive à ce frein-là? Qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à passer cette rivière? Qu'est-ce qu'on fait si, à la sortie de l'hélico, il y a un gars qui tombe? Et en entreprise, il faut, moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est toujours penser au pire et toujours ces canaux conformes. C'est-à-dire, OK, c'est beau d'avoir tout planifié sur des beaux schémas, mais il faut toujours avoir quelqu'un qui dit, OK, mais là, si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Etc. Et j'ai eu la chance de le faire en entreprise entre 2023 et 2025, où j'étais manager de transition. Et en fait, on est là un petit peu en recul, et puis de temps en temps, on pose les questions en fait, qui déstabilisent les directeurs ou les chefs d'entreprise. Et on se rend compte que, tu sais, ils nous regardent d'un air, putain, j'y avais pas pensé. Ouais. Et OK, on va penser à ça. Et puis tout de suite, il met une équipe dessus, etc. Donc, c'est mon conseil. Voilà. Et je rebondis sur la préparation, justement. Au plus le risque et l'enjeu est important, j'imagine notamment dans certaines missions que tu as pu opérer, mener, etc., au plus la préparation l'est également. Ouais. Parce qu'on ne peut pas improviser. L'échec de la mission, c'est potentiellement aussi la perte d'une ou plusieurs vies ou la sienne. Donc l'enjeu est énorme. Pour autant, chez les entrepreneurs, c'est un peu pareil. Il y a des enjeux importants, mais on va sous-estimer l'importance également de se préparer, de mettre en place un plan de bataille, mettre en place des objectifs, identifier ce que tu as évoqué s'il y a quelque chose qui se passe d'imprévu. Quelle est la place de la préparation, de l'entraînement dans ce métier? Est-ce que c'est une succession de missions les unes après les autres, il y a très peu d'entraînement, ou est-ce que c'est 80% de préparation d'entraînement, 20% ou 10% d'opération? En fait, ça se passe sur 2 ans. En fait, pendant 4 mois, on va être mis en alerte. En fait, pendant 4 mois, on va se reposer. C'est-à-dire qu'on va faire, on va s'entraîner normalement, on va se ressourcer. D'accord. On va faire des stages, on va aller voir des gens. Il y a des gens qui viennent nous voir, des grands sportifs, pour discuter, voilà. À partir de ce moment-là, on va avoir 4 mois de préparation, où là, on va aller partout en France, des fois à l'étranger, où on va essayer d'aller au plus proche du réel pour être prêt au bout de ces 4 mois-là. Après ces 4 mois-là, on a 4 mois de mission. Donc à chaque fois, on peut partir à n'importe quand, n'importe quel moment de la journée, de la nuit. Moi, il m'est arrivé d'avoir un coup de téléphone un 24 décembre en Sologne et devoir mettre mes affaires dans la voiture et partir. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc on peut partir en mission pendant 4 mois, ou ça peut durer juste 3 semaines. Et le dernier 4 mois, en fait, c'est un retour de mission, mais on est mis en alerte, où là, on est le support d'un groupe qui, lui, est en mission. Donc vu qu'on rentre de mission, quelque part, on est fatigué, mais tout notre matos est prêt, tout est là. On n'a plus qu'à se reposer physiquement, et puis on est prêt à repartir. Et c'est arrivé, on monte dans un avion, on saute, et puis on va supporter une équipe qui est au sol, au Mali, en train d'attendre à 3 km d'une maison. Et nous, on arrive fraîchement de Paris, et en fait, ils nous attendent. Et puis une fois qu'on est là, ok, on check, et puis on prend une demi-heure à se briefer. Et ensuite, on part faire la mission. Voilà. En fait, ça dure voilà, sur 3 fois 4 mois, donc ça fait 12 mois. Sur une année, ça tourne comme ça, quoi. Ok, 3-4 fois 4 mois, ouais. Ouais. Et typiquement, quand tu es en réserve, ça s'appelle peut-être comme ça, ou le dernier 3 mois, 4 mois, Ouais. tu me dis, tu peux être appelé, tu prépares tes affaires, boum, tu y vas, et ensuite tu es parachuté, par exemple, au Mali. C'est peut-être expérience vécue, Oui. mais ça veut dire que là, tu pourrais être tranquillement en train de te balader sur les Champs-Élysées, tu reçois un SMS, une alerte, un appel, quelque chose, et dans 24 ou 48 heures, tu es sur le terrain. C'est ça. En fait, dans cette période-là, à chaque fois qu'on sort de la base, en fait, on a tout le temps notre matos qui est prêt, à part les petites chaussettes et le caleçon qui va bien. Mais tout le matos est prêt à être pris et mis dans une malle. On a tous un listing bien spécifique. Moi, j'avais été jusqu'au moindre détail, la pile pour le GPS, etc. Comme ça, on n'a pas de questions à se poser. Ça peut être con, hein. Ok, j'ai besoin de 6 paires de chaussettes. J'ai mes 6 paires de chaussettes. Mais au moins, tu vois, tout est clair dans ta tête.
tu te dis pas j'ai oublié quelque chose, mon passeport, etc. Et ouais, moi il m'est arrivé à Noël en Sologne, auquel le téléphone il sonne. Là on me dit bon Mathieu, il y a un bateau qui est en train de se faire arraisonner en océan Indien et il faut y aller. Donc tu dis ok, on y va parce que t'as pas le choix. Donc tu laisses le choix à ta femme de dire est-ce que tu restes là en famille ou est-ce que tu me suis? Et puis toi tu prends la voiture, tu vas le plus vite possible au point de rendez-vous pour récupérer ton matos. On monte dans un avion et c'est parti. Ça, en fait, c'est des alertes sur 6, 12, 24 heures. Ok. Et en moins de 6 heures, 12 heures, 24 heures, on doit être au cul de l'avion, on appelle ça. Si on a des alertes à 6 heures, ça veut dire qu'on est dans la région. À 12 heures, on est dans le département, enfin, on n'est pas loin. 24 heures, on peut se permettre d'aller plus loin. Je reviens sur l'anecdote de tout à l'heure où tu es seul contre 7 personnes, tu te fais tirer dessus. À ce moment-là, ton cerveau, il est pas du tout off, il est en mode survie. Comment on fait pour garder la lucidité, même dans des moments d'extrême pression, justement parce que là, il s'agit de ta vie, finalement, que tu dois sauver. C'est ça. En fait, tu passes en mode survie. Et tout ce que tu as appris ressort par réflexe. C'est difficile à l'expliquer, mais en fait, à un moment donné, tu te mets sur off quand même, parce que tu vois, ça a été assez long. Et au bout d'un moment, on était dans des bois, la végétation était assez basse, tu vois, elle était à peu près 1,20 m du sol. Nous, on est équipés, comme tu l'imagines, on a quand même des gros gabarits, et puis on fait du bruit, quoi. On a l'impression qu'il y a une meute de sangliers qui arrive, quoi. Et tu te mets tout le temps à la place de l'ennemi. Ok, qu'est-ce que l'ennemi pourrait entendre, pourrait voir? Et du coup, moi, je me suis arrêté, et j'entendais les gars à gauche, à droite, qui étaient en train d'arracher les branches, mais ils ne pouvaient pas faire autrement, malheureusement. Et les gars, ils étaient posés au pied de cet arbre. On ne savait pas qu'ils étaient 7, mais et du coup, je me suis dit, on fait trop de bruit, il faut que je trouve un autre moyen. Et en fait, je me suis décalé un peu à gauche, et là, j'ai eu un chemin, comme une allée, les Champs-Élysées, quoi, qui allait directement droit à cet arbre, qui était, lui, illuminé par un drone américain au-dessus. Et tu te dis, ok, bah là, c'est parti. Et tu te dis, c'est pour moi. Et à un moment donné, tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai appris? Enfin, ça vient tout seul. Du coup, tu te mets face à l'ennemi, hein, avec la plaque par balle bien propre, bien face à l'ennemi. Et tu t'avances. Et puis tu vois les gars, en fait, qui avancent eux aussi. Et puis à un moment donné, moi, je vois le gars devant moi, il lève sa Kalachnikov. Tu vois, ça, il y avait une belle nuit. Donc une belle nuit, c'est avec une pleine lune, etc. Et je vois la Kalachnikov qui se lève. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais lui laisser le choix de la lâcher. Du coup, je tire 2 fois juste à côté de lui. Et en fait, le fait de tirer 2 fois juste à côté de lui, ça m'a rendu visible avec le canon qui a fait, malgré mon silencieux qui était devant, mon réducteur de son, ça a fait une flamme. Et du coup, en fait, les 7 gars qui étaient, les 5 qui étaient au sol et les 2 qui étaient debout, ils ont tiré sur nous. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 gars par terre. Donc là, je riposte, le premier, le deuxième, et puis boum, tout de suite, j'en prends une. Et en fait, à ce moment-là, tu passes en mode survie, où il se passe plein de choses dans ta tête. C'est un peu au ralenti, tu as l'impression que tu es éjecté à 10 mètres en arrière, mais en fait, non, tu t'effaces parce que le choc, c'est comme si tu prenais un coup de massue, vraiment dans le pec, et tu tombes, et puis en fait, tu te rends compte que les gars sont en train de bouger. Ils sont là, à 7 mètres devant toi, hein, tu vois. Enfin, ils n'étaient pas à 7 mètres, ils étaient 7, mais ils étaient à 20 mètres devant moi. Ils sont juste là. Et tu te dis, ok, je ne vais pas crever ici, quoi. Et donc, pareil, tu te mets sur le côté, tu essaies de trouver la meilleure solution. Tu te dis, ok, s'il me tire dessus, il faut que je reste dans un profil. Et du coup, je vide mon chargeur, je fais ce que je peux. Et par réflexe, en fait, je me mets le casque vers eux. Et je me cache derrière mon casque, en fait, quoi. Et je bouge plus. Et là, j'entends à la radio, je dis à la radio, de maths, je suis touché. Et pour moi, je suis en train de perdre beaucoup de sang. Parce que je sens quelque chose de très chaud, en fait, ici. Et je me dis, c'est mon sang qui est en train de couler. Et j'entends un gars derrière qui me dit, ok, Matt, je te vois, tu peux te lever et tu prends à droite. Et là, on refait ce qu'on a appris. Malgré qu'on soit sous le feu, à un moment donné, il faut dégager parce que les mecs, en fait, ils sont en train de faire le boulot.
Et ils sont là parce que toi, tu es un petit peu en avant et ils t'attendent en fait. Donc plus vite tu vas bouger, plus vite on va pouvoir reculer. Et là, tu réfléchis plus, hein. Moi, je pourrais pas te dire, j'ai plus de souvenirs de ça. J'ai le souvenir quand je tombe, j'ai le souvenir quand je percute le sol et quand je fais face à ces 7 gars juste là. Mais après, j'ai plus trop de souvenirs. Et pourtant, j'entends encore à la radio les messages, tu vois. Mais je maîtrise plus mon corps, quoi. Je me lève, je cours comme jamais. Et en fait, je me mets derrière Mich. Et Mich me dit, t'as de la chance, mon cochon. Et voilà, Et en fait, j'étais là derrière en train de me toucher. Et je me suis dit, ok, j'ai l'impression que j'ai rien. Et d'un coup, l'infirmier, pareil, c'est des gars qui sont exceptionnels parce que on a toujours avec nous un infirmier qui, pas forcément commando, mais par rapport à son état d'esprit, à la façon dont son dévouement pour nous, en fait, à chaque fois qu'on part en mission, il est là. Et du coup, il s'est démerdé, je ne sais pas comment, à me trouver parce qu'il était de l'autre côté, même un peu plus loin. Et en quelques secondes, il était à mon niveau. Et il n'a pas hésité à allumer une petite lumière. Et il m'a dit, c'est bon, Matt, t'as rien. Donc là, j'ai pu reprendre ma position. Bon, ça piquait. J'avais le téton en feu. Et, mais voilà. Après, on a pu reprendre la mission. On a reculé. Et là, il y a pareil, il y a les tigres. Les tigres, c'est les hélicoptères de combat, nos anges gardiens. Donc ça, c'est pareil, ça nous a peut-être sauvé la vie ce soir-là. Et en Afghanistan également. Le soir, on a perdu Jonathan. C'est vraiment des anges gardiens. Les mecs, ils sont très très forts. Ils font ce qu'ils veulent avec leurs hélicos. Et malgré le fait qu'on soit à 30 mètres, 40 mètres, en fait, ils ont lancé des obus de 30 mm. Normalement, ils n'ont pas le droit de le faire en dessous de 100 mètres. Mais on n'avait pas le choix. Et en fait, ils nous ont éclairci le terrain. Et à partir de là, tout le monde s'est tu. On a éteint les radios. On a attendu que la poussière redescende pour aller au résultat. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait les terroristes qui étaient décédés. Et j'ai ressenti quelque chose à ce moment-là. Je me suis dit, il faut pas que j'y aille. Il faut pas que je me mette dans la merde tout seul, quoi. Tu vois, parce qu'on a certaines procédures. À ce moment-là, on doit compter les corps, on doit savoir, on doit sécuriser l'armement, on doit faire plein de choses. Et moi, à ce moment-là, même étant commando, aguerri depuis tant d'années, je me suis souvenu d'une discussion que j'avais eue avec un psychologue, parce que on les voit assez souvent à chaque fois qu'on rentre de mission, pour en discuter après. Et il m'a dit, pense toujours à te protéger, quoi qu'il arrive. Personne va se moquer de toi si tu dis, ok, les gars, je me sens pas, je préfère aller de l'autre côté, prendre un appui, etc. Et ce soir-là, je l'ai fait. Et tu vois, aujourd'hui, j'en parle avec le sourire, et c'est peut-être grâce à ça, quoi, tu vois. C'est l'odeur, la vue, c'est la sensation d'être passé hyper près de la mort, l'avoir senti même. Et j'avais pas envie de mettre le nez dedans et aller compter les gars avec tout ce qui va avec, quoi, tu vois. Donc voilà ce que j'ai ressenti ce soir-là. Ouais. C'est fou quand tu racontes l'histoire a posteriori justement et le fait que c'est comme si ton cerveau s'était mis en off, tu l'as évoqué, tu n'as pas de souvenir lié à ça et c'est presque ton mental qui en automatique a appliqué toutes les choses que tu avais pu apprendre liées à tes expériences précédentes, liées à tout ce que tu avais fait à l'entraînement ou dans d'autres missions. Est-ce qu'il y a un parallèle justement aujourd'hui que tu appliques aussi dans l'entreprise liée à ça? Je te pose la question parce que c'est très drôle. Moi, je remarque souvent quelque chose auprès des entrepreneurs qui ont fait l'armée ou qui étaient sportifs de haut niveau. Mais en particulier les militaires, les anciens militaires qui se reconvertissent dans l'entrepreneuriat, il y a cet état d'esprit, il y a cette discipline, il y a cette résilience, mais aussi ce côté carré mécanique où il y a des choses à implémenter, il y a des règles, on doit les suivre et on déroule jusqu'à atteindre le but. Et on ne va pas lâcher tant qu'on ne l'a pas atteint. Finalement, c'est vraiment ce que tu viens de... C'est exactement ce que moi j'ai vécu. Et parce que quand tu es petit, tu apprends plein de choses. Et à un moment donné, quand tu es face au mur, tu te rends compte que tout ce que tu as appris, tu l'as intégré, mais physiquement, il est en toi. Quand tu rentres dans une pièce, quand tu rentres dans un restaurant, enfin, tu vois, c'est OK. En fait, on a une vision 3D qui est intégrée, qui est développée. Des réflexes, finalement. Des réflexes. Et puis, ce soir-là,
ce sont ces réflexes-là qui m'ont sorti de cette merde. Et ouais, et c'est ce que je fais en entreprise avec les dirigeants. Je leur demande des fois, OK, tu vas avoir une visio hyper importante avec ton N+3 ou un gars à l'étranger. Et il m'est arrivé en fait de simuler la visio. Vas-y, allez, c'est parti. Je vais te poser un maximum de questions et toi, tu vas essayer d'y répondre. Et en fait, psychiquement, ton cerveau, ça y est, il l'a déjà fait une fois. Donc tu vas potentiellement être beaucoup plus à l'aise. Il y a beaucoup de de jeunes qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux qui me disent le froid, comment on fait pour y résister, etc. Je leur dis, mais le corps humain, pour résister au froid, c'est difficile, physiquement. Il faut y passer vraiment des années pour y arriver. Mais par contre, ça peut être hyper rapide mentalement. C'est-à-dire que si tu te mets sous la douche froide régulièrement et que tu te dis, OK, c'est pour tel objectif, parce que ce jour-là, je serai là. Et puis, il y aura un instructeur qui va me gueuler dessus. Et puis, bah voilà, ça dure 30 secondes. Je leur dis, OK, quand tu ouvres ta douche, il y a toujours ces 20 secondes, 30 secondes de froid. Ouais. Bah vas-y, glisse-toi dessous. Et là, tu te dis, OK, je saute dans la cuve, je suis en pleine mer, il fait froid, j'en peux plus. Et en fait, psychiquement, ton cerveau, si tu le fais 100, 200, 300 fois, le jour J, en fait, ton cœur, au lieu d'être à 160, eh ben, il va être qu'à 120 et tu vas pouvoir descendre à 6 mètres de profondeur pour aller chercher le plongeur qui est en bas, qui t'attend et que tu... Voilà, c'est juste pour ça, tu vois. C'est psychiquement, ton cerveau, il va se dire, oh, il fait froid, mais je connais. Je l'ai déjà fait 200, 300 fois. Et voilà, il aura froid, quoi qu'il arrive, hein, mais ton cerveau va l'analyser différemment. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire en entreprise avec des dirigeants. Et je leur raconte cette histoire et en fait, ils me disent, mais ouais. En fait, plus je vais le faire, plus je vais être à l'aise, plus je vais faire de conférences avec 300 personnes devant moi, plus je vais être à l'aise et plus je vais être naturel. Voilà, ça passe par ça. Ce concept justement de donner du sens avec la Ouais. douche froide, avec les tractions et le poids derrière, sous-entendu un jour je vais devoir grimper avec mon matériel, Ouais. avec la course de 30 km, sous-entendu un jour je vais devoir courir 10 km parce qu'il y a Bah, c'est ça. il y a des terroristes qui me courent derrière, etc. Finalement, on peut aussi l'appliquer à l'entreprise. Oui. Je vais devoir, par exemple, apprendre tout mon script de vente, mais finalement, un jour, j'aurai un deal qui va me permettre de... Bien je sûr. vais devoir, par exemple, parler devant X personnes, mais un jour, j'aurai une conférence qui comptera vraiment. Exactement. Tous ces process, finalement. Ouais, et puis il faut toujours se préparer à l'imprévisible. Moi, je me suis préparé à travailler mon anglais, parce que maintenant je travaille à l'étranger, et du coup l'anglais est très important. Ouais. Et bah voilà, j'ai eu des entretiens et ça, et je m'étais préparé à apprendre par cœur des choses en anglais, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je pourrais apporter à l'entreprise, etc. Et puis un jour, j'étais en train de discuter en visio avec quelqu'un, et il m'a dit, bah tiens, je te passe quelqu'un. Et en fait, il a tourné l'ordinateur, c'était un Américain, et il m'a posé des questions en anglais, mais j'étais pas du tout au courant, tu vois. Et tac, en fait, j'ai pu switcher grâce à ma préparation. Et grâce au fait que je me dis, OK, quel serait le cas non conforme, vraiment le pire pour moi, au moment de cette visio-là? Et ben, ça serait que quelqu'un me parle en anglais, quoi. Parce que ça va me déstabiliser, Ouais. et je sais que je vais m'en sortir. Mais j'ai pas envie de baragouiner des choses bancales. Du coup, je vais me préparer pour ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'essaie de le faire à tout niveau. Là, j'ai la chance de suivre Ewen, et un joueur de foot. Et voilà, j'essaie de le préparer aussi là-dessus. C'est qu'est-ce qui peut t'arriver dans un match où on n'y pense jamais, mais voilà, on va essayer d'y penser tous les deux, et tu vas voir, dans quelques mois, dans quelques années, tu seras encore plus fort. Je trouve ça génial cet exemple de l'anglais parce que on pourrait se dire mais attends Mathieu il peut partir au front au combat, il a vécu des choses folles, quel courage, quelle force, et tu anticipes le fait que potentiellement tu pourrais baragouiner, t'as pas envie de le faire, Ouais. donc il y a une certaine forme de peur, mais du coup de par cette peur
tu vas savoir quelle est ta faiblesse à ce moment-là, donc tu vas la combler. Oui, Et ça peut permettre à plein d'entrepreneurs qui n'osent pas faire certaines choses de relativiser aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de ta force ou de ton courage à l'instant T qui, ouais, dans une discipline, va t'empêcher de ne pas avoir à te former, à réapprendre exactement. et à sortir de ta zone de confort finalement. Ouais, exactement. C'est sortir de sa zone de confort. Ouais. Ouais. Et moi, à ce moment-là, c'était ça, c'était l'anglais. Je le travaille toujours et c'est très important. Mm. Pour moi, c'est faire face à l'imprévu. Ouais. Ok, euh, mon objectif, c'est ça, c'est d'amener mon groupe, ma société à tel niveau. Moi, dans 5 ans, je veux avoir des magasins partout en Europe. Ok, mais comment je vais faire? Eh ben, il va peut-être falloir que je passe par une formation, il va peut-être falloir que je monte une équipe exprès, etc. Et en fait, je pense que en prenant le mode Special Forces Performance, c'est vraiment, on peut y atteindre, on peut y arriver, on peut créer des schémas, et au bout d'un moment, ça devient des habitudes. Mm. Et ces habitudes-là, après, elles sont en toi et tu peux les, euh, Les répliquer, les répliquer partout où tu veux aller. très clair. Ouais. On parlait il y a quelques instants du fait qu'il y avait aussi un suivi psy Mhm. à la fin de certaines missions notamment. Comment ça se passe cette partie-là? Parce que finalement, comment on est préparé à retourner par exemple dans la vie civile un certain temps? Comment on est préparé aussi à faire face à des situations dramatiques? Comment on est préparé ou en tout cas pris en charge lorsqu'on a peut-être vu des choses qui peuvent être très difficiles? Qu'est-ce que ça t'a appris aussi sur toi et sur l'humain? Alors, comment on est préparé? On se prépare pas trop avant. C'est ça le truc, c'est que moi, j'essaie maintenant de mettre ça en place pour aller voir les jeunes et de leur dire, OK, vous allez vivre des choses très difficiles, quoi qu'il arrive, hein. C'est quand on a 20 ans, on a envie de guerre. Moi, j'avais envie de guerre, j'avais envie militaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui va combattre l'ennemi en dehors de la France pour que la France reste libre, mais tu sais, dans un cadre bien précis, en faisant les choses bien. Et au bout d'un moment, tu fais les choses, tu rentres à la maison, et c'était dans les années 2010, 2009-2010. Il y a plein de gars qui ont pensé que ce serait pas mal qu'à la fin d'une mission, on crée un sas de décompression, où on crée directement une visite chez le psy, et ça serait bénéfique. Et en fait, au début, c'était des volontaires, il n'y avait pas grand monde sur cette liste-là. Et moi, je me suis tout de suite porté volontaire, et en fait, les gars sont habillés comme toi et moi en civil, tu sais, on n'est pas en militaire. Il y avait un sas de décompression, c'était à Chypre, donc dans un hôtel 3 étoiles pendant 3 4 jours. Et puis on avait droit à un massage et on avait droit à une séance de psy. Et le mec, autour d'un café, et en fait, il me racontait, il me demandait si j'avais besoin de parler, comment je voyais mon retour à la maison, est-ce que c'était difficile, est-ce que pour toi, tu avais besoin de quelque chose en particulier avec ta femme, etc. En fait, il nous préparait au retour à la maison. Parce que c'est pas évident d'être à fond pendant 4 mois, même des fois plus, avec voilà, tout ce qu'on peut y vivre. Et d'un coup, on se retrouve responsable d'une famille, avec une femme qu'on peut plus, parce que ça fait 4 mois qu'elle est là, et avec à gérer les enfants, etc. Et nous, on est un homme, on a l'impression que notre femme va nous accueillir en petite tenue, et ça va être la folie, mais pas du tout. Elle veut qu'une chose, c'est nous donner les enfants, et puis elle aussi souffler un peu. Et ça, tu vois, ça met si on est des hommes. Et du coup, là-dessus, on était un peu moins préparé. Et du coup, au lieu d'arriver comme un ours, on arrive un petit peu plus détendu à la maison, Mm. avec voilà, quelqu'un qui nous a aidés à nous préparer à redescendre en pression, et que notre mission n'est pas finie, qu'il y a la mission de la maison encore à poursuivre. Et ça, c'est du H24, et il faut aussi faire face à ça. Mm. Et voilà. Et petit à petit, on a mis ça en place. À chaque retour de mission opérationnelle, tout le monde maintenant va avoir le psy. Et c'est bénéfique, hein. Ça peut durer 5 minutes. Parce que si tu dis rien, oui, tout va bien, bon voilà, à un moment donné, ça se finit rapidement. Mais si tu as juste envie de parler, etc., ça peut durer 15, 20, 1 heure. Et ça fait du bien. Franchement, il faut le faire. Et les militaires le font. Je pense que les chefs d'entreprise peuvent le faire. Tout le monde est capable de le faire. Moi, encore aujourd'hui, il y a quelques semaines,
Voilà, je me posais plein de questions sur plein de choses. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir quelqu'un, voir si je suis sur le bon chemin ou pas. Et juste le fait de parler à quelqu'un qui est hors contexte, eh ben, je trouve que c'est une forme d'intelligence, tu vois. On n'a pas la science infuse, quoi. On n'est pas les champions du monde, on n'est pas plus fort que tout le monde. Et justement, c'est qu'en se remettant en question, en allant voir quelqu'un, pardon, dont c'est son métier, tu vois, et tout de suite, tu te dis, tu sors de là, ok, ça m'a fait du bien et je suis sur le bon chemin, continue comme ça. Enfin, tu vois. Très clair. Pour ceux qui nous écoutent, combien d'années a duré ta carrière militaire? 20 ans, je suis arrivé en décembre 2002, tout jeune, et je suis ressorti en juin 2022. Et en 20 ans, comment ça s'est passé? On gravit des échelons, on fait une carrière, on est muté. J'imagine qu'il y a plein de départements, il y a plein de missions, il y a plein de choses. Comment ça se passe? Alors, on arrive à la gare de Lorient, on monte dans un bus, le bus s'arrête à 3 km avant, du coup on finit en courant parce qu'on est toujours, à partir de ce moment-là, on est formé à courir tout le temps pendant 2 déplacements. Et puis on arrive dans un cours d'aptitude technique à devenir marin, fusilier marin. Ça dure 4 mois. À la suite de ces 4 mois-là, on était environ 120, on est une dizaine de sélectionnés. Et ensuite, on arrive à un stage commando, où là, c'est dans le même endroit, c'est à la base des fusiliers marins commando à Lorient. C'est un petit département, ça s'appelle le département commando, où il n'y a pas beaucoup de lits parce qu'on dort dehors. Ok. Il n'y a pas beaucoup de douches parce qu'on en prend très peu. Mais on y est bien, surtout à la fin quand on reçoit le béret vert. Donc on reçoit ce béret vert au bout de 4 mois de formation. Et en fait, il n'y a que 10% de réussite, en règle générale. Moi, à mon stage co, on était 120, on a fini à 10. Donc on arrive béret vert, on a un petit peu de repos, on part à la maison et on est injecté au mois de septembre dans notre commando. Donc on a le choix entre les 4 commandos, Jaubert, Trépel, de Pinfintiegno et de Montfort. Moi j'avais choisi Jaubert et voilà, on attend devant ce commando-là et on est accueilli par l'adjudant d'unité qui nous désigne un groupe. On rentre dans ce groupe-là et là, voilà, on est à peu près une quinzaine où on prend nos quartiers. C'est très difficile les premiers mois parce qu'il faut tout prouver. En fait, c'est juste une sélection. Quand on a le béret vert sur la tête, on a juste été sélectionné, filtré. Ok, je suis capable de faire ce métier-là. Mais par contre, maintenant, il faut que j'apprenne à faire exactement ce métier. Du coup, on est sur toutes les manips, on tire, on monte dans les hélicos, on va sauter en parachute, etc. On se prépare. Ensuite, il y a toujours une phase où on part à l'étranger, en Afrique, pour de l'entraînement. On s'entraîne dans des conditions difficiles. On nous pousse à bout étant jeune. C'est vraiment particulier. C'est quoi être poussé à bout? C'est quoi être poussé à bout? C'est vraiment... vu qu'on arrive dans un groupe qui est déjà à très haut niveau, en fait, nous, on arrive juste tout seul dans ce groupe-là. On a l'habitude de dire, OK, on monte dans un TGV en route. Et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que tu as l'impression de monter dans un TGV et toi, tu es là, tu comprends rien, mais tu es là et du coup, bah, tu es poussé à bout parce qu'on te demande plein de choses. Pour certaines personnes, ça fait 5-6 ans qu'ils sont là, donc c'est normal, mais toi, tu le découvres. Et puis, bah, tu fais des bêtises. Du coup, bah, tu ramasses. Il y a les chefs d'équipe, en fait, ils le font avec toi, mais c'est pour te faire comprendre que ça sera l'unique et dernière fois, tu vois. Donc, il y a des soirs où tu rentres pas chez toi parce que bah, tu es en train de faire des choses qui te demandent de rester là au boulot, etc. En fait, c'est pour apprendre le métier parce que c'est pas un métier anodin. C'est un jour ou l'autre, on va te dire c'est maintenant, et ça peut arriver demain, que ok, tu vas devoir faire feu avec ton arme, avoir une lucidité de ne pas tirer sur ton pote et de ne pas tirer sur un civil ou quelqu'un, un otage, etc. Donc tu vois, pendant au moins 1 an, on est mis à l'épreuve tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ah ouais, tous les jours. Sauf le week-end. Il y a des fois des week-ends, on rentre pas à la maison. Et pendant 1 an, tu es mis à l'épreuve. Et au bout de cette année-là, souvent, ça se passe à Djibouti. On a une tradition chez nous, c'est qu'on tord un coin du badge. Ok. Ça reflète la corne de l'Afrique au niveau de Djibouti.
Et en fait, on tord ce coin de badge. Et en fait, c'est comme une petite cérémonie qui dit, OK, maintenant, tu arrives à la fin de ta formation, tu peux partir en mission opérationnelle. Donc, et après, tu pars en mission opérationnelle, tu fais plein de choses. Après, tu as ton chef d'équipe commando qui arrive très vite, au bout de 4 ans. Donc, tu passes chef d'équipe. Donc là, tu prends ton béret, tu le mets sur la table, dans ton caisson, et tu le remets en jeu. On est la seule unité en France à faire ça. C'est-à-dire, tu le remets en jeu. Tu peux tout le perdre. C'est-à-dire qu'on te dit, OK, au mois de septembre prochain, tu vas au stage co. Chef d'équipe, OK. Tu mets ton béret dans le caisson, tu redeviens personne, en treillis, un numéro sur l'épaule pour le stage. Et si tu foires, retour, et tu peux être viré de ton commando, et tu peux aller en unité de fusilier marin, lambda, ou même si tu décides de repartir dans le civil, tu vois. Okay. La seule chose qui est autorisée, c'est la blessure. Mais si par manque de force, par manque de courage, ou par manque d'analyse intellectuelle, parce qu'au niveau chef d'équipe, on commence à réfléchir sur les missions, les préparations, par où je vais passer, j'ai besoin de quoi, etc. Si tu foires, c'est fini pour toi, tu sors pas du stage, donc tu es mis de côté. Et ça, on est la seule unité en France à faire ça. Donc au chef d'équipe, on est environ une vingtaine. Donc sur les 20, à chaque fois, il y a 18 qui sortent. Il y en a des fois 2 sur blessure. De temps en temps, il y a un gars qui se fait mettre sur le côté. Mais c'est que pour le bon du commando marine. Tu vois. On remet en jeu notre béret toutes les 4 ans. Ok, c'est à nouveau un filtre, encore une fois. Exactement. Donc là, tu es chef d'équipe pendant 4, 5 ans, 6 ans. Donc quand tu es chef d'équipe, tu peux poser les tests spécialisés. Tu as 2 choix possibles, 3 choix. Je vais rester simple. Aller chez les nageurs de combat à Toulon, aller en contre-terrorisme et libération d'otages à Lorient, ou aller dans une équipe de surveillance, de tireurs d'élite, etc. En fait, c'est des groupes qui sont spécialisés. Quel a été ton choix à ce moment-là ? Le groupe CTLO, contre-terrorisme et libération d'otages. Parce que pour moi, j'adore l'océan, j'adore la mer, mais j'avais pas envie de passer des heures sous l'eau à faire leur métier qui est passionnant. Hein. C'est vraiment quelque chose de top. Hein. Mais pour moi, j'avais envie d'être habillé en noir, sauter en parachute, aller chercher des bad guys, et puis voilà, avoir le revolver. Tu sais, t'as des images comme ça, un peu le type GIGN. Ouais. C'est ce qu'on a chez nous. Donc j'ai fait ce choix-là, j'ai réussi. On a été 4 à réussir cette année-là. Et je suis parti au commando Trépel, où là, j'ai fait quelques années. Et quand tu arrives en groupe spécialisé, tout de suite, c'est différent. Tu as beaucoup plus de temps, tu as une meilleure visibilité sur ta carrière. Et à un moment donné, on te dit d'aller au chef de groupe commando. Donc la 3e remise en question. Là, c'est pareil. Si tu foires, si tu es mauvais, tu peux être mis de côté. Donc j'ai réussi. Et je suis retourné au commando Trépel en tant qu'opérateur. J'avais le niveau chef de groupe, mais on était toujours opérateur. Et un jour, on m'a proposé d'aller au commando de Pin-Fatino pour prendre la tête du groupe CTLO de Pin. Donc j'y suis allé, où là j'ai monté mon groupe et on a fait des super missions. Et arrivé 2022, arrivé en 2018, 2019, je me suis dit ça serait bien que je pense au futur. Et voilà, on a fait une dernière mission au Mali, puis en Guyane. Et en 2022, voilà, j'ai signé le petit papier pour partir dans le civil. Avant qu'on vienne à cette décision et où tu quittes cette vie pour retourner dans le civil, après tout ce parcours, ces 20 années où à chaque fois on doit se dépasser, à chaque fois tout peut être remis en question avec ces tests, qu'est-ce qu'on apprend sur l'exigence et sur le dépassement de soi ? Ouais, on apprend à connaître ses limites. Et de temps en temps, à demander de l'aide avec un gars qui a... Parce qu'en fait, c'est assez facile au départ parce qu'on est testé sur le mental et sur le physique. Donc, on a besoin de personne pour ça. Mais après, quand on devient chef d'équipe et qu'on a tous un vécu en commando, on arrive à une vingtaine de gars au niveau chef d'équipe où on se dit, on en chie. Mais en fait, on commence à réfléchir en tant que groupe. Ouais.
en tant qu'entreprise, tu vois, on est là, on veut être à 20 et on veut aller jusqu'au bout. Et comment y arriver? Finalement, tu passes d'une vision individuelle à une vision collective. Exactement. On arrive à une vision collective et qui est hyper importante. Et moi, j'ai appris ça, c'est que quand j'étais chef de groupe de Pinfintegno, même les plus jeunes, je leur donnais la parole. Ok les gars, demain soir, on va sauter dans un avion. Notre objectif, c'est de neutraliser ce mec-là. Dis-moi où est mon erreur, tu vois? Et voilà, comment on arrive, les moyens techniques, est-ce qu'on a pensé à ça, tout ça. Et parce que ça peut arriver de n'importe qui, même le plus jeune d'entre nous peut avoir l'idée, ok, putain, on n'y avait pas pensé, vas-y, on fait ça. Et j'ai appris ça au chef d'équipe quand on commençait vraiment à être dans le dur. Je me suis dit, je trouve pas la solution. Et du coup, bah, tu vas voir le gars à gauche, à droite, et voilà, tout ensemble, on arrive à faire un truc correct. C'est un très bon exemple, même pour l'entreprise. Tu as une anecdote comme ça où un membre de ton équipe, justement, a une idée, a un truc qui va faire la différence ou qui va justement apporter l'extra miles qu'on n'avait pas forcément identifié, vu, et qui va permettre de mener à bien une mission. Bah, moi, je le vis actuellement. Je suis tout jeune dans un nouveau groupe, un nouveau pays, une nouvelle structure pour moi. Je rentre de l'étranger là il y a 3 jours. Et en fait, j'ai un regard extérieur. Ouais. Du coup, je suis le petit nouveau. Ok. Et j'arrêtais pas de me poser des questions, prendre des notes, etc. Et à un moment donné, j'ai eu le courage d'aller voir un de mes chefs. Et parce qu'il faut toujours un peu de courage pour dire ce qu'on pense. Et j'ai dit, mais pourquoi on ferait pas ça pour résoudre ce problème-là? Et il m'a dit, putain, ouais, bonne idée. Et en fait, on l'a proposé au-dessus. Et ok, c'était pas l'idée du siècle, mais elle a été mise de côté. On l'a posée sur le PPT. Et puis, enfin, tu vois, ça sert toujours. Ça sert toujours. Ouais, ça permet de trouver des voies forcément qu'on n'aurait pas, Ouais, exactement. auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on a un peu la tête dans le guidon. Exactement. dans tous Avoir les- toujours ce poteau là au milieu du salon, ça fait 5 ans que t'es chez toi, mais tu vois plus ce poteau qui est au milieu du salon. Et puis bah toi, tu essayes de trouver des solutions, même en société, hein, dans la logistique, à Nancy ou ailleurs, en région parisienne. Je mettais un doigt sur un petit détail et tout de suite, il me disait, mais oui, mais on se rend pas compte, mais on le voit plus ce problème-là. Et tout de suite, on peut le résoudre avec des actions rapides, notamment au niveau du management, au niveau de l'humain. Et en quelques jours, quelques semaines, ça disparaît. Et ça, en fait, il n'y a que du bénéfice pour la société en question. En 2022, du coup, tu décides de quitter la vie militaire pour retourner à la vie civile. Qu'est-ce qui te fait prendre cette décision et surtout, vers quelle voie tu t'orientes? Parce que la réinsertion après 20 ans d'une vie militaire, c'est pas forcément quelque chose de simple. Je sais que c'est un vrai sujet aussi dans le domaine. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager à ce sujet? En fait, pourquoi je décide de partir? Parce que pour moi, j'ai atteint mon objectif et j'ai pas envie de devenir quelqu'un un vieux de la vieille au sein de l'institution. Et j'ai envie de transmettre, envie de partager. Et dans les dernières années, j'ai écrit mon premier livre. Et je me suis dit, ok, je suis capable de faire autre chose que ce métier-là. Et j'ai commencé à essayer de me projeter sur le futur. Je me suis rapproché d'une société, un cabinet de management de transition sur Paris. Clément, c'est devenu un ami. La société, c'est Pépite. Et en fait, grâce à lui, on a transformé mon savoir-faire en un CV assez lisible pour des sociétés partout en France ou dans le monde. Et grâce à ça, j'ai pu partir aux Bahamas. J'ai pu partir à Saint-Martin pendant 1 an. Et j'ai pu partir au Liban également. Et grâce à ça, en fait, ça m'a donné l'opportunité d'avoir des expériences professionnelles dans le civil. Mais à chaque fois, c'est des opportunités, mais ça tient un fil, mais ça passe. Et tu fais du bon boulot. Et du coup, ça y est, tu te dis, OK, je suis capable de le faire. Et tu prouves à la société qui t'a employé, OK, les gars, en fait, ils valent le coup. Et à la suite de ça, OK, je me suis dit, OK, je suis capable de maintenant faire manager de transition, etc. Mais ouais, j'avais envie de transmettre et envie de faire autre chose de ma vie entre mes 40 et mes 60 ans. J'ai 20 ans devant moi, allez, 30 ans devant moi, pour faire autre chose de ma vie et j'avais envie de liberté. Ça me donne le sourire parce que
Au tout début de notre échange, je t'ai demandé qu'est-ce qui te stimulait à l'idée Ouais. de devenir militaire et tu m'as répondu tout de suite, travailler en équipe, Mm. voyager et le troisième point, c'était C'était faire du sport. faire du sport. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si tu fais du sport, mais en Oui. tout cas, tu as l'air de bien te porter. Mais en tout cas, tu me partages des voyages, tu me dis le Mm. Liban, etc. Donc, voyager en là, travailler en équipe constamment, Ouais, tu es en contact avec, c'est vrai. avec différentes personnes. Donc, tu as utilisé cette expérience militaire pour en faire une force et la déporter sur la partie entreprise. Ouais. Aujourd'hui, tu coaches des dirigeants, tu accompagnes des dirigeants, tu fais du management de transition au global autour de ça. On va parler de ce que c'est le management de Mm. transition, finalement, parce que on a fait un épisode du déclic justement autour du management de transition Ok. spécifiquement, parce que c'est quand même un sujet hyper important pour des boîtes en Ouais. croissance ou en restructuration ou même parfois en difficulté. Mm. Mais tu as réussi à retrouver ce truc de je voyage, je travaille en équipe et en plus j'ai du plaisir au Ouais. quotidien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi tu as choisi le management de transition, mis à part cette rencontre? Et quel est ton objectif finalement au travers de tout ça? Parce que tu dis, on a réussi à prendre toute mon expérience, la packager et faire en sorte que je puisse la partager, la transmettre Ouais. à ceux avec qui je vais collaborer. Je te pose cette question parce que pour beaucoup de gens qui nous écoutent potentiellement, on a tous une vie, on a tous des expériences, on a tous des Mm. expertises, des compétences, mais c'est difficile parfois de s'en rendre compte, Ouais. de l'accepter. On a ce syndrome de l'imposteur aussi. Exactement. Est-ce que je suis assez? Est-ce que tu y as fait face peut-être aussi à un certain moment? Ouais. Ce serait intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Oui, moi j'ai fait ça, management du transition, pendant un peu plus de 2 ans. Ouais. Et le syndrome de l'imposteur, il y est presque constamment parce que, en fait, on arrive, nous, avec des idées, une formation professionnelle qui est vraiment différente de ce qu'on peut attendre. Et quand on arrive dans une société, en fait, on se rend compte que les gens ont besoin de parler, ont besoin d'écoute. Et on a une capacité en tant qu'ancien militaire à s'adapter à toute situation et à n'importe qui. Moi, je suis capable de m'entretenir pendant 1 heure avec une sympathique femme de ménage ou avec un haut dirigeant en France, parce que en fait, on a la capacité d'écoute et du coup, on s'adapte à la situation et aux personnes qui sont en face de nous. Hmm. Et ça, et très rapidement. En fait, je l'ai utilisé pendant mes premières épreuves de management de transition et je me suis rendu compte que c'était efficace. Je leur demandais à chaque fois, je passais un temps d'observation. C'était 1 semaine, 2 semaines, où c'était obligé d'apprendre un petit peu le métier, mais très rapidement, pour ensuite avoir un retour d'expérience sur cette phase d'observation. Et ensuite, demander exactement quels sont les objectifs, mais vraiment perso, du directeur qui est en place, et l'accompagner le plus précisément possible, là où lui a un manque. Hmm. Et dans la majeure partie des cas, c'était dans le management. D'aller voir les gens, d'aller leur dire mec, là, il faut que tu te réveilles. Là, c'est pas bien. Là, ça fait des semaines, des mois que tu es en retard. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ensuite, à partir du moment où on prend la confiance, en fait, ok, le chef d'entreprise a confiance en nous parce qu'il voit des résultats. Il voit que les collaborateurs viennent lui dire ah, putain, il est venu me dire ça, mais en fait, il a raison. Enfin, tu vois, il y a un échange qui se fait sans toi Ouais. entre le dirigeant et le collaborateur. Et du coup, ça y est, tu as chopé la confiance du dirigeant. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que le dirigeant était capable de te donner d'autres missions beaucoup plus stratégiques et opérationnelles par rapport à sa société elle-même, tu vois. Hmm. Ok, là, on a besoin de gonfler nos ventes, on a besoin d'être au rendez-vous au niveau de la production, comment on pourrait faire, etc. Et puis bah là, en se mettant autour de table, en discutant, c'est pareil, avec les spécialistes, tu vois, tu fais venir tout le monde autour de la table, avec les spécialistes en question, et voilà, et c'est parti. Et tu poses des questions, t'animes en fait, tu manages tout ça, et en fait tu les aides à aller, on s'en fout du ridicule. Hmm. Maintenant, on a envie d'atteindre un objectif. Et moi, j'étais dans cette optique-là. Moi, je suis pas le spécialiste de la logistique. Ouais. Je suis pas chef d'entreprise depuis 25 ans. Mais par contre, je sais manager, je sais leader, je sais créer quelque chose, un esprit d'équipe, tu vois. Et ça, souvent, c'est ce qui manquait.
Tu évoquais la capacité d'écoute. Ouais. Souvent, c'est vraiment quelque chose qui Mm. manque. C'est quelque chose sur lequel vous vous êtes entraîné également durant toute cette carrière? Pas vraiment. Pas vraiment? Mais Ok, par contre, on s'entraîne à observer. d'accord. Et c'est un petit peu lié. Hmm, En fait, on observe beaucoup les gens, on observe beaucoup les situations, on apprend à rentrer dans des endroits et à ressortir tout de suite, et à expliquer ce qu'on a vu, qu'est-ce ok, qu'on ressent. Et ça, on le fait mais des milliers de fois. ok. Et au bout d'un moment, en fait, tu t'aperçois que tu arrives à comprendre, ok, entre toi et moi, il y a un feeling, ça passe bien, tu sais que Hmm, tu vas pouvoir aller creuser. Par contre, avec lui, il a plus de réticence. Pourquoi? Etc. Enfin, tu vois, on apprend ce truc-là. Mais ok. après, l'écoute, ça, c'est quelque chose de personnel. Ouais. Moi, je me suis rendu compte que, en fait, dans les, dans les entreprises qui sont en transition ou qui sont en difficulté, bah, il faut pas arriver et essayer de tout casser parce que ça va pas fonctionner. Hmm, Il faut juste se poser avec un café et vas-y, explique-moi ton problème. Et en fait, le chef d'entreprise, il va te parler pendant 2 heures et tu vas essayer de l'écouter et puis bah voilà, ça va lui faire du bien et hmm. puis bah tu vas OK bah moi je suis pas là pour faire ton psy, mais par contre on va trouver des solutions. Allez, c'est parti. Maintenant, on essaie de travailler ensemble, etc. Si un chef d'entreprise te dit aide-moi à devenir plus performant, parce que finalement la performance c'est ce qui a drainé ton quotidien Mm. pendant des années, c'est quoi le mode d'emploi finalement pour être performant? Le mode d'emploi, c'est déjà se connaître à 100%. Il faut se poser les bonnes questions, même pour soi, quoi. Parce que si on a envie d'être plus performant, bah déjà, si tu as envie que ta Formule 1 soit plus performante, il faut que tu la connaisses par cœur. Et du coup, moi, j'ai toujours je fais toujours cet exercice. Ok, tu as envie d'être plus performant. Là, en ce moment, je suis un gars de 30 ans. Il a envie de passer les tests GIGN au mois de juin prochain. Donc, il m'a contacté, on travaille ensemble. Et en fait, la première chose à faire, c'est de te connaître toi, mais à 100%. Et je vais essayer de rentrer à l'intérieur de toi, entre guillemets, pour te connaître à 100%. Essayer Hmm, de comprendre là où sont tes faiblesses, là où sont tes points positifs. Et tu vois, et en fait, on va créer une analyse de tout ça, une image. Ça va donner des chiffres, ça va donner une vision, et ça va donner un axe d'effort. Ça va donner plein de choses. Et à partir de ce moment-là, on pourra créer. Ouais, on va aller chercher la performance. Parce que ça sert à rien de dire, OK, pour être performant, il faut s'entraîner tant, il faut s'entraîner, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais si tu sais pas d'où tu viens et qui tu es réellement, ça va pas fonctionner. Donc c'est une approche assez rationnelle finalement de la chose. Ouais. Tu as un tableau, tu as des chiffres, tu as des lignes, tu as des forces, tu as des faiblesses. Tu vas essayer d'amplifier les forces, combler les faiblesses, Mm. des scores peut-être. Rapporter à l'échelle d'un entrepreneur, là dans le cadre d'un test de Mm. GIGN, j'imagine qu'il y a des épreuves physiques, des épreuves mentales, Ouais. différents éléments dont on a pu parler ici aujourd'hui. À l'échelle d'un entrepreneur, ce serait quoi? Ce serait typiquement, j'ai une difficulté au management, mais je suis un très bon leader. Est-ce que je dois oublier le management et déléguer, ou est-ce que je dois essayer de compenser le management mais amplifier aussi mon leadership? Bah Comment on oui. voit la chose? Bah en fait, moi, à chaque fois, j'essayais de mettre des petits scénarios en place et en me mettant en scène. Parce D'accord? que, OK, moi, il m'est arrivé, OK, je me suis senti leader un jour. Je vais te raconter comment. Eh ben, on était dans l'océan Indien. J'étais responsable de 2 bateaux de pêche. J'avais 25 ans et on a été attaqué par des pirates. Ça, je te raconte, c'est la vraie vie, hein. On a été attaqué par des pirates et à un moment donné, quand tu vois dans tes jumelles des lance-roquettes et puis des kalachnikovs et que tu as 2 bateaux à gérer et que tout le monde te regarde comme ça et que tu as 25 ans et tu te dis, OK, c'est maintenant, quoi. Et en fait, je lui racontais comment je me suis dit, OK, comment j'ai fait face à ce problème-là et comment je suis devenu leader. Et à partir de ça, donc on avait un schéma type, et voilà. Et en fait, c'est plus facile de, de le retranscrire au niveau entreprise. Ok, c'est quoi toi ta grosse difficulté? Ok, c'est ça. Et ben, on va travailler là-dessus. En fait, à chaque fois, je donnais des exemples pour essayer de travailler en miroir sur quelque chose de réel. Hmm. Ok, dans ma vie, c'est passé ça. J'ai la chance de pouvoir le raconter et tu as la chance de pouvoir l'écouter. Mais maintenant, on va essayer de trouver des solutions pour ta société, pour ce truc-là. Des fois, c'est des petits trucs, hein.
Mais des fois, ça demande beaucoup plus de travail. C'est hyper intéressant parce que, imaginons, on aurait une discussion, toi et moi, hors caméra, comme ça, et je te dis, écoute, Mathieu, j'ai cette problématique. Et même si tu n'as pas forcément, comme tu le disais tout à l'heure, l'expérience Oui, dans tel ou tel métier, tel ou tel domaine, imaginons, moi j'aurais un centre logistique avec 48 000 bah oui. tonnes qui se déploient partout en Europe chaque année, ce qui n'est pas le cas, mais c'est pour l'exemple. Tu n'as jamais fait de logistique. Mais le fait que tu vas faire un parallèle sur une histoire qui va tout de Mm. suite me parler, qui va créer du contexte, où je vais dire, ah ouais, il y a effectivement une liaison. Et en plus de ça, vu qu'on ne parle pas d'histoire à prendre à la légère et qui, en l'occurrence, Voilà. il y a des vies en jeu, Mm. donc il y a un très haut niveau Mm. d'importance dans la façon dont tu l'as géré et dans la façon, l'issue également, sinon tu ne serais pas là face à moi Bah en oui. train de la raconter. Tout de suite, je me dire, ok, il a certainement compris un truc Ouais. que j'ai pas compris et que je vais pouvoir prendre. Finalement, c'est une super leçon entrepreneuriale aussi pour plein d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui peut-être se sentent pas forcément légitimes à parler d'un sujet ou à rentrer dans un sujet, rentrer dans une pièce, rentrer dans une discussion, Ouais. alors qu'en soi, c'est qu'une affaire de parallèle à faire Oui, parce qu'on a tous aussi un parcours qui nous permet d'être légitimes sur c'est ça. Et puis tel j'ai ou la tel point. chance d'avoir ce côté militaire, Ouais, avoir vécu 20 ans là-dedans, mais je suis parti aux Bahamas. J'étais responsable d'un yachting club. ouais. Enfin, tu vois, j'étais à Saint-Martin et en fait, j'ai pu avoir une vision de ce qu'était aussi la partie civile, les difficultés. J'ai été mauvais, j'ai été. Enfin voilà, il s'est passé tellement de choses que Hmm. j'ai un recul qui fait que je me sens maintenant un petit peu moins imposteur Ouais. pour aider les jeunes, pour aider un joueur de foot, pour aider un dirigeant voilà, à l'aider, à aller de l'avant et Hmm. avec des solutions hyper concrètes. J'aimerais qu'on parle dans quelques instants du stress, la gestion du stress, la gestion de ses émotions, parce que c'est Mhm. vraiment capital. Mais avant ça, je veux revenir sur le leadership rapidement. Dans une entreprise, dans une équipe, qu'on ait 3 collaborateurs, 30, 300, 3000 ou 30 000, ce qui compte, c'est aussi la confiance. Ouais. La confiance dans l'équipe, la confiance dans les capacités du collectif, on en parlait tout à l'heure, la culture d'entreprise. Mhm. Comment on réussit à créer une confiance dans l'équipe? La confiance, c'est un élément clé quand on est C'est militaire, ça. parce que finalement, c'est ton camarade à tes côtés qui va veiller sur toi et vice-versa. C'est l'ensemble qui crée l'unité et qui peut faire en sorte que tout le monde rentre à la maison Mhm. entier et en pleine santé. Comment on crée la confiance dans une équipe, même si on a des forces qui sont différentes, des envies qui sont différentes, des âges qui sont différents, une Ouais. expérience qui est différente? Bon, en fait, j'aurais non. Faut savoir dire non. En fait, je me suis rendu compte que le jour où j'ai pu le faire, parce que j'avais un certain niveau dans l'armée, et je me suis dit, ok, maintenant, j'ai la responsabilité en fait d'un groupe, mais aussi derrière, il y a des femmes et des enfants. Et en fait, il est impossible pour moi de partir sur une mission en se serrant les fesses et en se disant, allez, ça va passer. Hmm. Ou pour aller chercher une médaille. On sait que là, ça va cartonner, mais non, pour aller chercher la médaille, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en disant non, mais tu sais, devant les gens, avec l'officier qui est devant toi, et il dit, avec tout le respect que je vous dois, ça sera non. Parce que ici, c'est mes mecs, etc., etc., tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après avoir fait ça 2, 3 fois, mais il faut le faire avec conviction, tu vois. Faut pas le faire, faut pas dire non parce que c'est bien de dire non. C'est de dire non parce que c'est trop dangereux. C'est de dire non parce que là, on part sur on n'avait pas prévu ça, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que les gars, en fait, ils me regardaient avec un œil différent et ils disaient, putain, ouais, c'est notre chef. Ok, il a dit non. Il a dit non, non, moi, cette mission-là, j'irai pas parce que mes mecs sont fatigués et mes mecs sont pas prêts. Et, c'est mal préparé. Et en fait, tu as l'officier qui est devant toi parce que c'est pas l'officier, c'est la personne qui décide Hmm. à te mettre dans l'avion ou pas, qui te dit si, si, ça serait bien qu'on la fasse, il faut. Et je dis non, non, on le fera pas. Moi, je préfère attendre 15 jours et puis la fenêtre va se réouvrir. Mais là, aujourd'hui, non, je suis pas prêt. Et tu vois, en faisant ça, avec intelligence, et ben, les mecs qui sont dans la salle de briefing ils se disent putain, ouais, bah, t'as bien fait de dire non, merci, parce que là, on n'était pas prêt, parce que là, enfin, tu vois, on n'est pas surhumain. Et à un moment donné, il faut savoir dire non. Et j'essaye de le dire aussi aux entreprises, aux gars. N'ayez pas peur de dire non, quoi.
à votre chef. Votre chef, il va être content presque de dire putain, j'ai quelqu'un qui m'a dit non. Mais pourquoi? Ok, il a raison. Et du coup, le chef, il va se dire putain, maintenant, quand lui, il va me dire non, eh ben, j'aurai confiance en son jugement, tu vois. Hmm. Si je devais donner un seul exemple, ce serait celui-ci, quoi. Savoir dire non. D'autant plus que quand, à l'inverse, tu dis oui, ça veut aussi dire le signal, il est fort. C'est-à-dire que Ouais, tu as la conviction qu'il y a la exactement. possibilité d'atteindre l'objectif. Si le même mec dit 2 mois plus tard, ok, bah là c'est oui, j'y vais, je suis prêt. Ok, je suis prêt. Hmm. Et bah le, le responsable au-dessus, le supérieur, va dire ok, il est vraiment prêt. Donc finalement, créer la confiance dans une équipe, c'est faire en sorte que chacun des membres de l'équipe ait la conscience que celui qui lead l'équipe le fasse dans les meilleures conditions Voilà. possibles, dans l'intérêt Il collectif. a tous les capteurs, il sait la vie de tout le monde, il sait ce qui se passe au-dessus, ce qui se passe en dessous. Et quelque part, il doit prendre la bonne décision, quoi. Je dis pas que j'ai toujours fait, bien Hmm. évidemment que non, mais le plus possible, quoi. Parlons maintenant de stress, justement. Mhm. Parce que l'entrepreneur, il prend des rafales, alors pas de balles, mais de son marché, de ses clients, Ouais, de ses équipes parfois, ouais. du contexte économique, de Social. l'État, social, partout, tout le temps. En plus de ça, il est souvent seul, même quand tu es avec des Mhm. associés, même quand tu as une équipe, tu es souvent seul face à toi-même et tu dois prendre des décisions difficiles, parfois très difficiles, et ce, tous les jours de l'année. Ouais. Quel conseil tu lui dirais justement pour gérer ses émotions, gérer son stress, pas craquer finalement? On commencerait par quoi? Bah, on commencerait par déjà l'analyser. L'analyser, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est travaillé dessus? Ok, qu'est-ce qui me stresse réellement? Ok, moi aujourd'hui, je suis venu te voir chez vous à Déclic. C'est un facteur stressant, malgré tout, tu vois, même si je passe un super bon moment. Mais c'est un facteur stressant. Et du coup, bah, ok, bah, peut-être que je l'ai analysé. Je vais me dire que ça, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer, etc. Un chef d'entreprise, je vais essayer de faire pareil avec lui. Qu'est-ce qui te stresse réellement? Dis-le-moi. Ok, c'est de parler avec ton supérieur, c'est d'être au meeting du mois avec tous les élus sociaux. Parce que Hmm. tu vois, c'est assez stressant, ces rendez-vous. Et on va essayer de l'analyser et en fait, on va essayer d'avoir des actions concrètes derrière pour essayer de l'effacer et anticiper ces zones d'inconfort et visualiser ce qu'on pourrait faire pour diminuer ce stress. Et une fois en fait, c'est toujours pareil, une fois qu'on analyse ce stress et qu'on l'anticipe, tout de suite, il est mieux géré. Hmm. Quand je saute d'un avion, c'est dingue, hein, mais tu vois, il y a des gars qui ont, moi j'ai 800 sauts. Il y a des gars qui ont 5, 10 000 sauts. Ils ont fait des tests. Ils se sont mis un truc là de coureur, là, de triathlète là autour du cœur. Quand tu sors de l'avion, ton cœur il est à 180. Que tu aies un saut ou 10 000. Mais par contre, ton cerveau, moi maintenant, je sors d'un avion, tu es capable de penser à ta liste de courses le soir. Tu es capable de te dire, ah, putain, faut pas que je traîne parce que c'est en chute libre. Parce que j'ai mon fils à aller à l'école, à aller chercher à l'école. Mais malgré tout, ton cœur, il est à 180. Et ça, en fait, c'est ton corps, il est en état de stress hyper développé, tu vois. Mais toi, tu as l'analyse, tu as l'habitude, tu as le fait que tu te dises, OK, je sais comment le gérer, ce stress. Et ben, en fait, tu permets à ton cerveau d'être beaucoup plus calme et détendu. Malgré que mécaniquement, ton cœur, il soit à 180 parce qu'avec la chute, etc., il se met en hypervigilance. Ouais. C'est ce que j'essaie de mettre en place dans les sociétés. OK, à un moment donné, tu vas être stressé. Quelle est ta réaction au stress? Ah bah moi, je m'énerve. Bah voilà. Déjà, on va essayer de travailler là-dessus. Arrête de t'énerver. Écoute les gens. Tu leur parles calmement. Moi, j'ai vu des chefs d'entreprise s'énerver, sortir de la salle, mais perdre toute crédibilité en plus, tu vois. Il y a rien de... tout est bon dans le stress. Mais après, c'est la façon dont on réagit. Et en fait, il faut travailler nos réactions en fonction du stress. Hmm. Et c'est comme ça que j'essaie de faire avec les gars en société. C'est pas quelque chose de mauvais de stresser, bien évidemment, c'est une réaction normale. Mais quelles sont tes réactions? Tu t'énerves,
tu t'angoisses, tu transpires, tu as envie d'aller aux toilettes, et ben, on va travailler là-dessus, je vais t'aider, parce que moi, ça m'est arrivé, encore une fois, avec des situations hyper délicates. Et maintenant, j'arrive à les gérer parfaitement, quoi. Enfin, Ouais. presque parfaitement. Et après, ça devient finalement Une habitude. une Ouais. habitude. Ouais. Une habitude, des situations extrêmement stressantes peuvent devenir quelque chose de presque anodin ou insignifiant. Et je le fais avec les enfants, je le fais parce que je suis éducateur dans le foot. Mm. Dans mon temps libre, je vais voir les gamins, je m'occupe d'eux. Et mon fils me dit, ouais, je suis stressé, j'ai peur, j'ai la boule. Et en fait, je lui dis, ok, imagine cette boule, une boule d'énergie. En fait, t'es en train de te transformer en super-héros, mec. Et là, tu sais, il te regarde et tout de suite, il a le sourire. Ah, je suis en train de me transformer en super-héros. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça ce que tu sens. C'est que ton corps, là, tu vas aller jouer au foot, tu vas courir plus vite, tu vas... Et tout de suite, ça y est, ça passe. Et maintenant, il m'appelle au téléphone. Ouais, j'ai ma petite boule, je vais faire un super match. Enfin, tu vois, Ouais. il le prend d'une autre manière. Et pour rester sur le thème du stress, en l'occurrence, ou en tout cas des situations où on doit agir en tant qu'entrepreneur, j'évoquais le fait de devoir prendre des décisions. Dans les forces spéciales, on doit prendre des Mm. décisions parfois très importantes en seulement quelques secondes. Mm. Quand on est entrepreneur, ça nous arrive aussi de devoir prendre des décisions importantes. En général, on a un peu Ouais, plus que quelques secondes. oui. On a quelques minutes, quelques heures, peut-être quelques jours, mais ça reste des décisions importantes. Est-ce que tu as une sorte d'équation de la prise de décision? Est-ce qu'il y a une méthodologie que tu as pris de ta carrière et que tu l'as retranscrit dans le monde de l'entreprise? Bah, c'est l'anticipation. Après, un entrepreneur, il peut avoir à répondre à une question en 5 secondes. Ouais. Après, il faut savoir, il faut être honnête, je dirais. C'est un mix entre anticiper et l'honnêteté, quoi. Être honnête de dire, OK, je sais pas. Mais par contre, dans 2 jours, je vais savoir et je vais trouver la solution. Tu vois, il y a une façon de choper l'info Hmm. et de retranscrire au gars qui t'a posé cette question, de dire, bah, moi, je sais pas. Et c'est pas une honte de dire, je sais pas, mais par contre, je vais trouver la réponse. Chez nous, dans les commandos, on anticipait tout le temps. C'est-à-dire que, mais c'est toutes les secondes. Quand tu sais que tu sors de l'avion, tu sors de l'hélico et tu es en train de marcher, et en fait, tu n'es pas en train de marcher pour aller atteindre un point, tu es en train d'anticiper tout ce qui peut te venir, à gauche, à droite. Si l'ennemi apparaît là, Hmm. qu'est-ce que je fais? S'il apparaît devant, qu'est-ce que je fais? Tu vois, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. En fait, c'est toujours en anticipation, et c'est grâce à ça que tu prends allez, les 5 secondes qui vont bien pour dire, OK, les gars, on part à gauche, on part à droite. Et Ok. en entreprise, je dirais que c'est un peu pareil, c'est que les rendez-vous qui sont importants, les rendez-vous où tu vas avoir à répondre à quelqu'un, tu vas dans par exemple, là, il y a le salon Millipol. Il y a des grandes entreprises qui essaient de vendre leur matériel à l'armée, etc. C'est très important, tu vois. Le mec, il peut pas ne pas avoir anticipé un maximum de questions. Tu vois, il peut pas avoir à quelqu'un qui lui pose la question de merde, ok, sur un de ses appareils et qui va pas lui faire la vente. Et ça, c'est interdit, quoi, presque. Et pour trouver ces réponses, il faut anticiper. En fait, Hmm. il faut se mettre en condition. Moi, je reste persuadé que le fait de se mettre en condition, de recréer un petit stand une semaine avant d'y aller et de dire, OK, allez, posez-moi toutes les questions, les gars. Et il y a 5, 6 personnes devant toi et c'est parti. Et je pense que c'est hyper important parce que Ouais. quand tu es chef d'entreprise, tu as des millions, peut-être des milliards à gérer. Tu peux pas te permettre, tu vois, d'être bancal et Ouais. d'avoir, tu sais, de pas être serein. Mais ça peut arriver de pas savoir. Mais par contre, là, il faut rebondir Hmm. et dire, OK, tu vois, La préparation. la préparation. Ouais. La peur aussi. La peur, Mm. c'est quelque chose qui est quotidien, peut-être chez certains entrepreneurs. La peur du regard des autres, la peur d'être Mm. jugé, la peur de prendre son téléphone pour faire cet appel Ouais. et qu'est-ce qu'on va me dire au bout du fil. Euh, Après 20 ans d'expérience sur le terrain, est-ce que on a encore peur avant une mission? Tu vois, j'aurais tendance à dire 70-30. Ok. Je n'ai plus peur à 70%. C'est vrai, hein. C'est parce qu'en fait, tu es tellement habitué. Moi, c'est ma dernière mission au Mali. On, voilà, on a fait plein de choses. On a neutralisé des gens, on a arrêté plein de choses. Et en fait, tu n'as plus cette sensation vraiment de peur. Tu as, un petit peu cette angoisse de mission, enfin tu sais, ce stress. Voilà. C'est plus un effet de stress que de peur.
Mais ça, tu l'apprends en fait avec l'expérience, quoi. Hmm. Je pense que c'est comme un grand entrepreneur. Au début, il a peur de tout et de rien. Mais avec l'expérience, il se rend compte que peur, quelque part, ça ne sert à pas grand-chose. Mais par contre, tu peux, avec l'expérience, ne plus avoir peur. Moi, aujourd'hui, il y a des gars qui me disent... Moi, je ne les comprenais pas, les anciens qui disaient ouais, j'ai plus trop peur à partir en mission. Mais au bout de 20 ans, je me suis dit bah ouais, maintenant, je les comprends. Parce que j'ai plus peur d'y aller. Parce que je sais dont je suis capable. Je sais ce que le groupe est capable de faire. Et tu n'es plus dans l'attente de l'ordre aussi, tu vois. T'es dans... c'est toi qui lead. Du coup, tu as plus la... T'as la main, t'as la Tu maîtrise. as la main, tu as la maîtrise. Voilà, merci. Tu as la maîtrise du truc. Du coup, à ce moment-là, j'avais plus peur. Et est-ce qu'il y a que l'expérience qui fait que tu n'as plus peur ou il y a aussi un protocole qu'on pourrait partager à ceux qui nous écoutent? Parce que finalement, peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un nous regarde et se dit, je devrais créer du contenu sur les réseaux, mais j'ai un peu peur du regard des autres. Je Ouais. devrais prendre mon téléphone et appeler ce prospect, ce client que j'ai envie d'aider, mais j'ai peur qu'il me dise non. Je devrais dire ça à ce collaborateur pour ajuster, mais comment est-ce qu'il va réellement réagir? C'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait lui partager? Bah, on pourrait simplement lui dire que, en fait, il faut oser dans la vie, quoi, tu vois. Moi, j'ai eu la chance d'être ici, malgré des expériences compliquées. Et tu vois, on a célébré le 13 novembre là, récemment. Hmm. Et on se rend compte que les gens, ils arrivent à en parler 10 ans plus tard. Et tous, ils nous disent, putain, je suis content d'être en vie, et maintenant je fais ci, je fais ça. Tu vois? Et en fait, un jeune de 25 ans qui a envie de faire des vidéos, qui a envie de vendre n'importe quoi, à un moment donné, faut qu'il ait peur de personne, parce que c'est ridicule. C'est ridicule de se dire, ok, je vais avoir peur de la réaction des autres. Ben non, tu vois, moi j'ai fait mon deuxième livre, mais je te cache pas que c'est une révolution chez nous. Il y a des gars ils me le disent pas, mais je sais par discussion interposée qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, qui ne l'acceptent pas. Tu vois, le fait d'écrire un livre sur mon passé pour aider les autres. Mais à un moment donné, je me suis dit, merde, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Hmm. Et je suis persuadé au fond de moi que ça pourra aider plus que ça va desservir certaines personnes, tu vois. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a des gens qui lisent ce livre-là et qui se disent merci, c'est cool, j'ai appris plein de choses, et puis on a des échanges à travers les réseaux, et voilà. Et c'est grâce à ça, en fait, c'est le fait d'oser, ne pas avoir peur d'être d'être le leader de sa propre personne. À un moment donné, il faut. Et puis, quand tu auras 80 ans, tu te diras, putain, si j'avais su. Ouais. Et non, il n'y a pas moyen. Il faut le faire, tu vois. Ah, mais ça demande du courage, tu vois. La peur va aussi avec le courage, quoi. Comment on le cultive, le courage? Bah, le courage, en fait, tu le cultives en donnant, en te persuadant de certaines choses après avoir fait des actions. Ok. C'est un cercle vertueux, finalement, Exactement. une boucle. Ouais. Ok, cette femme-là est très jolie, j'ai peur d'y aller. Mais je prends le courage avec mes deux mains, et je vais la voir. Et ben en fait, 2 minutes après, tu as un numéro de téléphone, et tu te dis, putain, j'y suis arrivé, parce que je me suis sorti de ma chaise, et j'ai été la voir, et en fait, tout est possible, tu vois. La peur, le courage, et ça crée une action, et derrière, et ben, tu as en fait une certitude, puis au bout d'un moment, ça te cultive, et tu te dis, ok, bah, j'ai peur, mais je vais prendre mon courage, et je vais créer une action, et tu vas voir qu'au bout d'un moment, la peur va disparaître, parce que bah, tu te rends compte, tu te persuades à toi-même que tu es capable de le faire. Hmm. Je reviens justement sur les décisions, le stress, la peur, tout ça cumulé fait que parfois on prend des décisions pas forcément Mhm. lucides. On va penser que c'est la bonne décision, mais finalement c'était pas le bon choix. Quand on est sur le terrain et que parfois on va devoir se dépasser Ouais. physiquement, tu parlais des limites physiques, des fois tu vas peut-être pas dormir pendant 24 heures, 40 Mhm. heures, et pour autant tu vas devoir quand même être lucide et en capacité d'agir physiquement, mais aussi mentalement. Je pense d'ailleurs la plus grande des Ouais, difficultés, c'est peut-être celle-ci, la difficulté mentale. exactement. Ouais. Euh, dans quelle mesure tu es conditionné et qu'est-ce que là aussi tu pourrais partager à ceux qui nous écoutent pour que dans presque n'importe quelle situation, on arrive à garder ce soupçon de lucidité pour pas prendre des décisions irrationnelles? Mais moi, j'aime bien ce mot-là, lucidité. On l'emploie souvent chez nous, il faut être lucide, il faut être lucide.
Et pour ça, ça passe par le mental. Moi, je me souviens d'une mission où on est déposé en hélico de nuit. On doit monter une colline, une montagne de 200 mètres de haut. Et en haut, il y a des terroristes. Donc, tu vois, c'était des cailloux qui font la taille des valises, là, tu vois. Et puis, en fait, quand tu es en bas pour aller en haut, c'est toujours compliqué. Au bout d'un moment, on y arrive. Et en fait, on prend position de cette crête. Et notre objectif était atteint. Et l'objectif d'un second groupe, c'était de rentrer dans cette espèce de cirque, une arena, tu vois, pour aller déloger des terroristes qui étaient dans des grottes. Et arrivé dans cette grotte, il y a un des gars qui décède, parce qu'il se prend une balle, il se prend 3 balles, il tombe, et il décède. Et du coup, là, t'imagines que la nuit a été longue, la journée d'après aussi, parce qu'il fait 52 degrés en plein soleil dans le désert sur des cailloux volcaniques. En fait, on arrivait à s'abriter, on avait creusé dans le sable pour passer sous les cailloux et juste pour protéger notre tête, tu vois. Et moi, j'en ai encore les marques sur les lèvres parce qu'on a été brûlés. On enlevait nos plaques de temps en temps. Là, on avait des traces rouges, tu vois. Et en fait, tu te dis, j'ai pas le droit de flancher. Pourquoi ? Parce que putain, il y a un mec qui est décédé il y a 200 mètres de moi, là. J'étais en train de manger avec lui juste avant. Et c'est le cas en plus, tu vois. Et tu te dis, tu peux pas flancher, c'est pas possible. Et du coup, tu attends. La journée, tu brûles. La nuit, tu as froid parce que la température dans le désert descend. Et ainsi de suite. Et ça a duré quand même 3 jours, quoi. 2 nuits et 3 journées. Mais tu te dis, il y a pas moyen. Je dois garder ma lucidité à 100%. Mais de temps en temps, tu flanches, tu vois. Il faut que tu t'autorises à flancher. Et nous, on travaille toujours en binôme. Ok, là, j'en peux plus, mec, je dors. Et puis, tu essaies de dormir pendant 1 heure et demie, et ainsi de suite. On se relève. La nuit, on se faisait des câlins la nuit, parce que tu vois, tellement qu'on avait froid, à un moment donné, tu te pèles, quoi. Et du coup, tu te colles avec ton partenaire pour la mission, pour rester lucide, pour aller chercher le gars. Parce qu'en fait, quand il est mort, il est tombé dans cette grotte. Et du coup, on pouvait pas partir en le laissant là, tu vois. Et on a mis tout en œuvre pour aller le récupérer 3 jours après. On a réussi et on est rentré, tu vois. Mais c'est pas glorieux. Mais en fait, on se devait de tenir notre position, d'être là et surtout fermer notre bouche et de souffrir en silence, tu vois. Et de rester lucide. C'est poignant, effectivement, comme histoire, et je trouve que c'est Ouais. assez représentatif du fait de se dépasser à chaque fois et de rester lucide dans chaque épreuve. Je me posais la question en t'écoutant, émotionnellement, comment tu te sens à ce moment-là? Parce que tu as l'image du militaire fort, qui doit rester dur, etc. Ouais. Tout comme l'entrepreneur. Tu vois, il doit aller chercher son marché, conquérir son marché, créer son empire, chercher ses Bien clients. sûr. Mais pour autant, quand tu t'écoutes aussi émotionnellement, c'est pas forcément une marque de faiblesse que d'avoir des émotions, d'accepter ses émotions. Euh, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que là aussi, tu es entraîné et toi, l'objectif, c'était d'expliquer à tes gars que les émotions, ça fait partie du global? Ou est-ce qu'on laisse pas du tout la place aux émotions et on reste uniquement concentré sur la mission? Comment ça se passe? Alors ça se passe plus comme ça. Il n'y a pas beaucoup de place à l'émotion parce qu'on n'est pas, créé comme ça. Ok. Mais avec l'expérience et avec... moi, j'ai eu la chance de tomber tout jeune dans un groupe avec... mon chef de groupe, c'était Alex. Et c'était quelqu'un qui était... je suis devenu, on va dire, comme lui. Et il était assez détaché et il avait cette sensibilité-là, tu vois, de dire, OK, il faut qu'on gère nos émotions parce que si on gère pas nos émotions, à tout moment, il y a un gars qui peut nous péter dans les doigts et ça peut briser la chaîne, tu vois. Et on a mis en place des choses, on a toujours des retours d'expérience où tout le monde est en droit et a le devoir de s'exprimer sur ce qu'il a vécu. Moi je l'ai fait dans des sociétés, ok, on a la visite du Grand Ponte pour l'entrepôt, il nous a défoncé, à juste titre, ok. Au lieu d'en parler pendant 4 jours, 5 jours dans les bureaux, on rassemble tout le monde, tous les managers, et on dit ce qui n'a pas été.
Et chacun a la parole, etc. Et on faisait ça aussi au commando, et c'est hyper bénéfique, quoi. Parce que le gars qui a envie de dire merde, je suis pas content, il le dit. Et, et celui qui dit ben, moi j'avais pensé à ça, etc. Enfin, tu vois, on laisse place à l'émotion. Mais en fait, notre génération, on va dire, a laissé place à l'émotion parce qu'on était obligé de le faire, parce qu'on a eu une génération de commandos, là, et c'est encore le cas aujourd'hui, où les gars, ils vivent énormément de choses. La génération d'avant, ils n'avaient pas autant de missions. Du coup, ils n'avaient pas autant de retours d'expérience, ils n'avaient pas à gérer autant d'émotions. Et là, on s'en est vite rendu compte, quoi. On s'est dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on crée quelque chose. Et il faut qu'on... Ouais, on n'est pas des surhumains, merde. Si tu as envie de pleurer parce que la mission était dure, bah ouais, viens, on va pleurer tous les deux sur le rocher, on va fumer une clope et puis ça ira mieux après, tu vois. Et moi, j'ai toujours voulu apporter un petit peu d'humanité et puis se rassembler en famille aussi, tu vois, à la maison, avec toute la famille, toutes les familles des commandos pour créer un petit lien affectif. Et puis, bah, quand nous, on n'est pas là, au moins, les femmes, elles peuvent discuter entre elles, tu sais, avoir un petit soutien émotionnel aussi, tu vois, pour combler nos absences. Mais ouais, c'est une question hyper pertinente, c'est que on n'y pense jamais, mais on reste des hommes avant tout, et bah voilà, ça, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être énervé, on a le droit de faire plein de choses, comme en société, quoi. Mais il faut savoir le maîtriser Et le bon moment. et le sortir au bon moment, quoi. Ouais. Pas péter dans tous les scores. Enfin, tu vois, Bien sûr. au mauvais moment, il faut le faire au bon moment. Et c'est pour ça qu'on avait mis un cadre. Vas-y, là, allez-y. Il n'y a plus de galon, il n'y a plus de chef. On est entre nous. Et c'est drôle également, parce que le premier élément de réponse que tu m'as partagé, c'est oui et non, mais surtout non, parce qu'on n'est pas créé comme ça. Finalement, c'est vraiment une sorte de formatage Ouais, qui est créé avec les sélections, les filtres, exactement. les années, le contexte au global. Mais tu peux pas te permettre, en Ouais. fait, de laisser place à l'émotion au début. Ouais. Oh, c'est pas grave, mon petit chou, tu Mhm. vas y arriver la prochaine fois. Non, tu vois, là, on veut des guerriers au début. Ouais. On veut des diamants bruts. On veut sortir le diamant de la roche, tu vois. Ah! Et après, on va avoir le temps de la tailler, tu vois. Mm. C'est ça qu'on veut. Très clair. Tu as fait le parallèle avec l'entreprise, c'est un peu ce concept finalement d'être brutalement honnête et plutôt que de laisser un fruit pourri dans le panier Exactement. où souvent aujourd'hui les gens ont tendance à pas trop oser parler, pas Mm. dire, ruminer dans son coin et puis dans un coin de l'entreprise, tu as Mais deux, oui. trois personnes qui vont commencer à se dire ceci, cela et pas faire avancer la chose. Je pense que c'est suffisamment important pour que je le souligne, c'est que euh, l'intégrer dans une culture d'entreprise qui revient à cet esprit d'équipe, hein, Ouais, qui fait que le collectif devient une unité et on va avancer mais c'est vers ça. ses objectifs. C'est que même si à un moment donné on fait face à quelque chose qui n'était pas bon, correct ou atteint, eh bien on va y faire face, mais tous ensemble. Ouais, tous ensemble. Et puis, comme tu l'as souligné, au bon moment. Ouais. C'est pas, ça sert à rien de gueuler pour gueuler, mais tu auras la possibilité de le faire, mais au bon moment, entre nous. Et tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça soit quand même structuré, quoi. Très clair. Merci Mathieu De pour rien. tout ce que tu nous as partagé. J'ai une dernière question à Ouais. te partager, mais avant ça, sache que j'ai adoré notre échange, vraiment. Ok. D'ailleurs, si vous avez apprécié notre échange autant que je l'ai apprécié, l'animé, eh bien faites-le nous savoir comme à chaque fois en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Et si vous nous regardiez en vidéo, alors partagez cette vidéo, commentez-la également. Mathieu, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence chez toi dans ta vie personnelle, professionnelle, dans ta carrière, peu importe, mais un déclic que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cet échange, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview. Ça peut être une simple phrase, une situation, une anecdote, quelque chose de positif ou moins positif, peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin. Ok, bah, j'en ai tellement dit aujourd'hui. En tout cas, c'était un réel plaisir d'être avec toi. C'était la première fois que j'ai eu faire face à autant de questions. C'était très agréable. Mais le déclic, pour moi, ça a été l'un des déclics, parce qu'il y en a plusieurs, pour être honnête. Mais l'un des déclics, c'est mon premier saut. Mon premier saut en opération réelle, tu vois. Quand tu es à 4500 mètres, il fait nuit, dans l'avion, il fait nuit, et tu te dis, ok, c'est maintenant. C'est toutes ces années, c'est 12 années d'entraînement,
qui font qu'aujourd'hui, tu es là dans l'avion et en l'air, tu es tout seul. Tu vois. Et tu as ce déclic-là à te dire, OK, moi, quand je suis sorti de l'avion, la voile s'est ouverte et après, tu as ton cap à tenir pour aller le plus loin possible. Et je me suis vu m'engueuler, quoi, tu vois. Je me dis, mais putain, mais réveille-toi. C'est maintenant qu'il faut que tu y arrives, tu vois. Et j'ai eu ce déclic-là, c'est-à-dire que, OK, ça m'a... C'est plus un exercice, c'est la vraie vie, parce qu'en bas, tu es en zone hostile, et il va falloir arriver au bon point, parce que sinon, ça va être compliqué. Et j'ai eu ce déclic-là, ce jour-là, où je me suis dit, ouais, c'est plus de l'exercice, c'est du réel, et je vais essayer de le partager aux autres, tu vois. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Merci Mathieu. Merci.